capable de ne pas considérer qu'un seul côté des choses. Et c'est avec plaisir que je lui donne la parole. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à la Société d'Histoire de Lyon pour cette invitation. Et je vais effectivement avoir l'honneur de vous présenter mon sujet de thèse doctorale en histoire moderne, qui s'est intéressé à faire une étude plutôt macroscopique, comme ça a été souligné en introduction, sur les compagnies des chevaliers des nobles jeux de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse. Donc forme de sociabilité effectivement très méconnue. On connaît d'autres formes de sociabilité bien plus connues sous l'Ancien Régime, par exemple les loges maçonniques. Là, c'est une forme de sociabilité qui est très très peu connue, donc tout ce qui est noble jeu de tir, et c'est ce que je vous propose de voir ensemble ce soir. Alors j'ai pour habitude de faire des présentations avec pas mal d'iconographie, comme ça va permettre vraiment de voir concrètement, enfin en tout cas d'essayer de toucher un peu plus concrètement comment ces compagnies se réunissaient, pour quel objectif. Moi c'était un petit peu les questions que je me suis posées dans ma thèse. En fait, bon, je raconte un petit peu l'origine de ma thèse. Moi je suis archer depuis l'âge de 15 ans, je me suis intéressé à l'histoire de l'archerie traditionnelle en France du coup depuis l'âge de mes 15 ans, et effectivement après 15 années un petit peu de recherche à titre personnel, alors que je suis informaticien et officier de gendarmerie, j'avais récolté tellement de sources documentaires que je m'étais dit, puis après une première thèse en informatique, je me suis dit tiens, je pense que je peux faire une thèse en histoire. Et monsieur Pierre-Yves Beaurepaire effectivement m'a donné son accord pour me lancer sur une thèse en histoire moderne, et j'étais en co-direction avec Hervé Drévillon, qui est plutôt un spécialiste de l'histoire militaire. Voilà, je voulais un pendant à la fois sur les sociabilités d'Ancien Régime et l'histoire militaire française. Alors, commençons concrètement. Donc voilà, moi j'ai soutenu ma thèse. Malheureusement, l'ouvrage n'est pas encore sorti pour des raisons, on va dire, éditoriales, mais ça ne saurait venir en 2025, elle devrait sortir. Comment alors, je l'ai évoqué aussi un petit peu rapidement, je suis à la fois informaticien et historien. Moi, je m'amuse beaucoup à utiliser tout ce qui est données, historiques en particulier, la manipuler pour pouvoir essayer d'en tirer des choses. Alors comment j'ai fait concrètement, par exemple, pour ma thèse? J'ai fait une démarche qui est quand même assez peu réalisée. J'ai par exemple fait une analyse pour voir dans quelle source d'archives je pouvais aller puiser de l'information, parce que je voulais faire une thèse vraiment macroscopique sur l'état des compagnies dans toute la France. J'ai fait une analyse odonymique, c'est-à-dire que je me suis intéressé aux noms de rues qu'il y a en France pour voir celles qui, a priori, laisse une trace sur les mots, enfin en tout cas le thème de l'archerie, de l'arbalète, de l'arquebuse, du papegay, alors je vais tout de suite en parler, et de la perche. Donc vous voyez les 4 cartes qui concernent ces sociétés-là. Donc on voit tout de suite des secteurs un petit peu privilégiés, notamment le nord de la France et un peu plus sur l'est. Mais j'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre de ma présentation. Et enfin, un petit mot sur le papegay et la perche. On le verra tout à l'heure, il y avait un tir annuel très très important dans ces formes de sociabilité qui consistait à tirer sur un oiseau qu'on appelait papegay, qui était en haut d'une perche généralement. Voilà. Donc on voit que c'est une forme de tir qui se pratiquait un petit peu, surtout dans on va dire sur la moitié nord de la France. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, ce ciblage informatisé, on va dire, en tout cas des traces laissées dans les villes, m'ont permis d'aller voir quelles sources d'archives aller consulter en priorité, au-delà bien sûr de l'ensemble des sources nationales, Service historique de la défense, Archives nationales, etc. etc. Donc c'est un travail qui m'a permis vraiment de cibler quelles archives consulter. Alors, juste en guise de, voilà, un petit peu de données, j'ai travaillé sur plus de 659 documents dans le cadre de ma thèse, répartis sur les siècles suivants, je ne commente pas. Mais on voit donc bien sûr des sources issues de l'Ancien Régime, et aussi postérieurement pas mal de sources imprimées d'érudits, comme ça a été signalé tout à l'heure, parce qu'ils ont eu l'avantage parfois de consulter des sources qui malheureusement ont été brûlées, notamment à cause de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc des fois ça devient une source aussi intéressante, sauf que le problème des érudits à cette époque-là, c'est pas toujours facile, comment dire, je prends des pincettes, enfin des fois c'est un peu compliqué, ils citent assez mal leurs sources, etc. Donc c'est toujours un peu difficile de travailler avec leur contenu. Donc au final, au regard de l'analyse odonymique que je vous ai présentée tout à l'heure, là vous voyez l'ensemble des sources manuscrites
iconographiques imprimés et édités que j'ai consultés en France avec les lieux de consultation. Alors non, je ne me suis pas déplacé dans toutes ces villes. Concrètement, alors c'était déjà avant le Covid, moi j'ai soutenu ma thèse en 2020. Je suis un ancien de la Bibliothèque nationale de France, je connais bien tout ce qui est catalogue et inventaire, et j'ai fait le calcul assez rapide. En fait, ça coûte beaucoup moins cher de demander aujourd'hui des numérisations que de se déplacer, d'autant plus que dans la plupart des archives, on vous donne une limite de consultation journalière de documents, ce qui est extrêmement embêtant quand on est, comme moi, professionnel à temps plein. Je ne peux pas prendre, je vais exagérer, 20 semaines de vacances par an pour travailler sur mes recherches. Voilà. Donc grâce à la numérisation, aujourd'hui, on voit qu'on peut faire beaucoup plus de choses et c'est d'autant plus intéressant. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, juste pour évoquer que le sujet des compagnies des nobles jeux, je prononce le terme donc de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse, est vraiment éparpillé dans les sources tant départementales que municipales, ce qui est extrêmement dur du coup pour trouver les bons documents qui vont m'intéresser. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais là vous voyez un petit peu l'état descriptif. Des fois on les trouve dans les confréries, dans les juridictions d'Ancien Régime, des fois plutôt dans la délibération des villes, etc. Donc c'est vraiment assez compliqué. Toujours pour terminer un petit peu sur le contexte de ma thèse, je me suis amusé, c'est toujours mon côté informaticien, à développer notamment 3 outils pour un petit peu éclairer mes travaux. Un premier qui s'appelle Fichier Bossu. Alors ça parle beaucoup souvent à ceux qui font de la généalogie ou les historiens de la franc-maçonnerie. C'est un fichier qui intègre plus de 160 000 fiches sur les francs-maçons d'Ancien Régime et jusqu'aux années 1850 environ. Donc j'ai fait un petit moteur de recherche comme Google. Vous mettez un nom, prénom, vous faites entrer et vous voyez si l'intéressé a été répertorié par Monsieur Bossu à l'époque. Voilà, donc c'est un outil intéressant parce que ça permet je le dis pour ceux qui font de la généalogie, notamment, je crois qu'il y en a dans la salle. Ça peut être intéressant pour vous pour avoir des sources d'informations sur des personnes. Autre point, le petit élément à droite, alors ça n'a pas de grande valeur, mais ça permet de pouvoir donner un petit peu d'estimation. C'est un outil de convertisseur de monnaie d'Ancien Régime. Donc vous mettez par exemple le montant en livres, vous mettez l'année et ça permet de donner une approximation. Alors c'est vraiment une approximation, j'insiste là-dessus, j'indique bien la démarche scientifique sur le site, je ne rentre pas dans les détails, mais ça permet de faire des évaluations un petit peu et c'est toujours intéressant de comparer parce que c'est toujours un peu dur à appréhender les sommes. Et puis enfin, un autre outil que j'ai utilisé, que j'ai développé, Gallica Alert. Je voulais en permanence durant ma thèse être informé de tout nouveau document numérisé et intégré dans Gallica qui concerne mon sujet de thèse. Et donc j'ai développé un outil qui permettait de me lancer des alertes dès qu'il y avait un document qui parlait en gros d'arc, d'arbalète ou d'arquebuse pour pouvoir voir si ça m'intéressait. Pour être toujours être à l'état de l'art le plus à jour possible. C'était une préoccupation strictement personnelle. Et puis, autre point particulier, tous les doctorants ne le font pas. Moi, j'ai tenu à publier en ligne l'ensemble des données que j'avais sur justement les compagnies d'arc, d'arbalète et de l'arquebuse. Donc, c'est consultable en ligne. Vous avez la carte et vous pouvez consulter compagnie par compagnie, enfin en tout cas ville par ville, toutes les informations que j'ai et les sources associées. Donc, ce qui peut être intéressant pour de futurs historiens. Donc, pour le cas de Lyon en particulier, j'ai toutes les informations sur les compagnies qui sont précisées. Voilà. Alors, je rentre un peu plus dans le sujet. J'ai évoqué un petit peu le contexte. Voilà l'état global de la présence des compagnies que j'ai pu recenser sous l'Ancien Régime. Donc on le voit, au regard de l'analyse odonymique aussi qu'on a fait tout à l'heure, on voit une certaine cohérence qui n'est absolument pas absurde par ailleurs. On voit une grande présence donc, sur l'Île-de-France, en Picardie, en Bourgogne et un petit peu dans le Lyonnais. Mais pas tant que ça, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc plus de 400 villes dans lesquelles j'ai repéré des compagnies. Donc on voit bien qu'il y a quand même une grande présence de cette forme de sociabilité sous l'Ancien Régime. Alors j'ai pas re-regardé, je me souviens plus exactement le chiffre du nombre de villes qui avaient été recensées, notamment pour les loges maçonniques, mais je pense qu'on est à peu près sur... alors c'est moins diffus certes, mais on est quand même sur des proportions assez intéressantes. Alors je fais un petit zoom sur la Bourgogne et le Lyonnais. Le grosseur des points, c'est au regard de l'annexe de thèse que j'ai publiée, donc le nombre d'informations que j'ai sur les compagnies. Des fois, ça éclaire sur l'importance, alors c'est pas toujours vrai, mais ça peut éclairer un petit peu sur l'importance des traces, en tout cas, qui sont toujours consultables sur certaines des compagnies. Donc on voit dans le Lyonnais, c'est pas tant
tant développé que ça. Mais je reviendrai sur le cas vraiment de Lyon tout à l'heure, parce qu'il y a quand même un gros point. Il y a pas mal de sources qui évoquent les cas lyonnais. En tout cas, sur le lyonnais, c'est pas tant développé que ça. Ça va jusqu'à Chambéry. Hein, et en fait, c'est plutôt la Bourgogne au-dessus qui est très développée. Mais on pourra revenir dessus si vous avez des questions tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter cette forme de sociabilité sous un plan en 3 parties. Alors, je suis en train de me faire un torticolis, je crois. Voilà. En premier lieu, je vais vous parler et vous montrer que c'était un corps particulier et élitiste dans les villes d'Ancien Régime. Dans une deuxième partie, je vais vous montrer en quoi intégrer ce genre de compagnie permettait aux bourgeois de servir noblement. Et en troisième lieu, montrer que c'était des divertissements à tout prix. On voulait vraiment chercher une forme de divertissement. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens qui intégraient, enfin les bourgeois qui intégraient ces formes de sociabilité étaient vraiment des personnes qui cherchaient une quête de notabilité, une quête de noblesse. Ils voulaient être chevaliers, d'ailleurs c'est le terme qu'ils se sont donné dans le cadre de leur compagnie, les compagnies des chevaliers des nobles jeux, de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse. Je le dis tout de suite, alors je vais souvent utiliser arc, arbalète, arquebuse, mais ce n'étaient pas les seuls nobles jeux, c'est les jeux qui existaient majoritairement en France. Il y a aussi eu le jeu du canon qui a existé, en plus dans l'Est, notamment à Strasbourg. Il y a eu aussi le jeu de la sarbacane que j'ai pu recenser, voilà, qui sont d'autres formes de jeux. Mais bon, ce qui reste extrêmement prépondérant en France, c'est l'arc et l'arquebuse. Voilà, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, partie 1, un corps particulier et élitiste, et militaire aussi. Alors moi, je préfère utiliser le mot paramilitaire, mais je m'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, déjà, pour commencer, il faut rappeler que cette forme de société a plusieurs racines, des racines extrêmement variées. Alors, je vais commencer par un petit rappel sur la bourgeoisie. Rappeler que la bourgeoisie, c'est vraiment ce sont les habitants du bourg. Ça concerne une classe très très large dans la ville. Hein. Il y a plusieurs types de bourgeoisie. Ça a déjà été catégorisé par d'autres chercheurs. Et l'intérêt de devenir bourgeois et notamment d'ordre économique. Je vous le fais assez rapidement. Et donc voilà, parmi la bourgeoisie, il y a des notabilités bourgeoises, hein, vraiment l'élite de la bourgeoisie, notamment les gens de robe, de magistrature municipale, et c'est eux essentiellement qui sont concernés, surtout sur le cas lyonnais, on le verra tout à l'heure de façon plus concrète, sur cette recherche de notabilité à travers cette forme de sociabilité. Et moi, je me suis intéressé aussi, était-ce une élite au service de la ville ? Alors, on y reviendra tout à l'heure. Monsieur Zeller a travaillé sur les penonnages lyonnais. On verra, moi, c'est quelque chose complètement d'à part. Autant les penonnages lyonnais ont vraiment servi la ville de Lyon, autant je suis beaucoup plus mesuré sur les compagnies des nobles jeux de tir, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, dans les racines variées, premier type de racine que j'ai identifié assez naturellement, des origines confraternelles. Très clairement, les compagnies des nobles jeux restent encore sous l'Ancien Régime et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle des confréries pieuses. Et ça reste aussi des confréries de tir. Alors il y a plusieurs types de confréries déjà sous le Moyen-Âge, notamment des confréries, on pourrait dire, ludiques. Et clairement, il y a un mélange confrérie pieuse, confrérie de tir. Alors sur le côté pieux, très clairement, ils ont des aumôniers, enfin, des chapelains, des aumôniers un peu plus tard, les noms varient suivant les siècles, avec des événements de fêtes très très récurrents, et avec aussi cette volonté confraternelle de bien veiller à son prochain, aux membres, à ses camarades chevaliers, notamment lors de la mort. Tous les confrères sont tenus d'assister donc à la cérémonie en grande tenue de chevalier, on y reviendra tout à l'heure, pour être présents à l'enterrement. Voilà. Et confrérie de tir choisie par les membres pour s'amuser, s'exercer à un jeu qui est souvent réservé. Je rappelle que l'usage des armes est un peu contrôlé quand même sous l'Ancien Régime, en particulier pour tout ce qui va être arquebuse. Donc c'est une forme, c'est la recherche par les bourgeois d'utiliser notamment des armes qui peuvent être davantage utilisées, surtout dans le cadre de l'arquebuse, par la noblesse. En sachant que les chevaliers des nobles jeux de tir ne vont pas chasser, la chasse reste exclusivement, on va dire, au profit de la noblesse, mais eux, quelque part, ils se donnent le droit de tirer dans leur ville.
Autre source d'origine, des origines militaires. Très clairement, alors il y a un gros flou. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, surtout au début de ma thèse. Et c'est un flou que, et j'y reviendrai tout à l'heure, est pour moi entretenu par les chevaliers des nobles jeux de tir sur leurs racines en lien avec la milice bourgeoise. Mais j'y reviendrai tout à l'heure en vous expliquant concrètement, notamment sur le cas lyonnais qui est très intéressant, comment étaient organisées ces compagnies au regard de la milice bourgeoise. Donc il y a un grand flou entre le guet, la garde bourgeoise, voilà, différents termes sur lesquels on va revenir. Et puis la volonté aussi de ces compagnies de s'identifier comme des académies militaires. On veut, alors vous le savez ou pas, la noblesse souvent se forme, surtout les jeunes nobles, les jeunes gentilshommes, vont souvent dans des académies avant de rentrer dans l'armée. Je fais simple et je schématise. Là, c'est la bourgeoisie qui propose cette forme de compagnie comme des académies militaires pour proposer donc aux bourgeois de se former à l'exercice des armes pour jouer un peu aux nobles. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu dans le cadre de ma thèse. Voilà. Donc, des sortes d'académies militaires. Enfin, d'autres origines urbaines un peu plus méconnues, enfin, qui peuvent être plus méconnues, notamment les rhénages. Alors, qu'est-ce qu'un rhénage? C'est une forme de sociabilité souvent très pieuse, durant laquelle, chaque année, il y a une fête qui est organisée. Souvent, alors, il y a deux façons de faire. Soit on peut tirer, alors ça peut être voilà, le meilleur tireur, je vais vous expliquer ce qu'il va gagner, ou soit c'est sous forme de vente aux enchères. C'est plutôt comme ça que c'est organisé. En fait, on va proposer aux membres de la confrérie d'acheter chaque année un titre, donc celui de roi, de reine, de connétable, en fait de reconstituer totalement une cour dans la confrérie, avec le droit de se parer de l'ensemble des symboles. Donc si on est roi, on a le droit de porter tout l'attirail en fait, d'un roi pour se faire plaisir, hein, encore une fois. Si on est une reine, on a le droit de s'habiller comme la reine. Si on est connétable, on a le droit de porter la grande épée de connétable, etc., etc. De porter tous les symboles de la puissance de la noblesse. Et donc il y a eu en France pas mal dans certains secteurs géographiques, des drainage, donc qui faisait souvent sous la vente aux enchères de titres. Et donc les membres s'habillaient et faisaient des grandes parades dans les rues pour s'exhiber et montrer leur rang. Et puis il y avait des jeux de déférence. Voilà, c'était un amusement au sein de la bourgeoisie, pour faire simple. Autre point, en termes de racines, les sociétés de jeunesse. Très clairement, il existait dans les villes des sociétés de jeunesse, souvent qui pouvaient s'amuser aussi à s'exercer au tir. Et donc, il y a des fois une confusion entre les compagnies des nobles jeux de tir et les sociétés de jeunesse, qui sont pourtant des choses complètement différentes. Les compagnies, on y reviendra, se sont beaucoup inspirées aussi des ordres de chevalerie. Encore une fois, les bourgeois veulent quelque part ressembler aux nobles, et donc les ordres de chevalerie, c'est un petit peu la forme de sociabilité par excellence pour être reconnu comme un noble. Et les académies, j'ai déjà un petit peu évoqué cela. Alors, je vais toujours vulgariser, parce que l'Ancien Régime, c'est toujours très compliqué. Il y a beaucoup de sortes de sociétés, ça dépend des villes. Donc, je vulgarise, je suis un peu obligé. Ce qu'on peut retenir, c'est que dès que les villes sont affranchies, les villes se créent un petit peu, c'est un principe de base, les bourgeois vont vouloir se défendre. Alors je vais caricaturer, on va construire des murailles et on va désigner des personnes pour pouvoir protéger la cité. Alors et à cette époque-là, au sein de la milice, on mettait en place des milices bourgeoises, donc chaque bourgeois était tenu, ils avaient des droits économiques, mais aussi des devoirs militaires. Ils devaient défendre et assurer la sécurité de la ville, donc ils étaient quelque part des réservistes, pour reprendre des termes contemporains, et plusieurs fois par mois, la plupart du temps, ils devaient servir au sein de la milice bourgeoise. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu dès l'affranchissement des villes et qui va perdurer. Alors ça dépend des villes, hein, j'ai mis un petit peu un nuancier. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, ça va un peu disparaître, mais ça dépend vraiment des villes. Il y a des villes qui conservent la milice bourgeoise jusqu'à la Révolution. À côté de tout ça, vers le XVe, XVIe siècle, il y a des bourgeois qui ne veulent pas servir dans la milice bourgeoise, parce qu'ils ne veulent pas, notamment, servir avec des personnes d'un rang inférieur. Je caricature toujours, mais c'est quand même comme ça que ça se passait à cette époque-là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne veulent pas servir, ils préfèrent à la limite payer une taxe, ou même parfois payer d'autres personnes pour envoyer ces personnes, ou les personnes soldées, assurer la défense et la sécurité de la ville. Donc il y a des compagnies qui se créent pour protéger et assurer la sécurité des villes à côté de la milice bourgeoise.
Par ailleurs, on peut rappeler qu'il y a la présence aussi dans certaines villes, parfois, de l'armée royale. Et il y a les fameuses compagnies des nobles jeux de tir dont on va parler ce soir, avec les différentes formes, donc confréries de tir, société de drainage, société de jeunesse, académie, qui existaient déjà parfois un petit peu avant. Et je peux le dire tout de suite, sous la Révolution française, 1791 puis 93, il y a eu plusieurs décrets successifs, suppression des compagnies des nobles jeux et fusion dans la garde nationale. Voilà, vous avez déjà la conclusion un petit peu de ce que deviennent ces compagnies. Alors, intéressons-nous un petit peu au cas lyonnais. J'ai fait un petit organigramme de comment ça se passait d'après ma lecture à Lyon en 1779. J'ai pris un cas précis. Donc il y avait le consulat de Lyon qui avait sous ses ordres un état-major militaire avec une compagnie franche, une compagnie du guet et une compagnie des arquebusiers. Alors là c'est intéressant. Tout à l'heure je vous ai dit que moi j'ai étudié les compagnies des nobles jeux de l'arquebuse. C'est à différencier des arquebusiers. D'accord ? Donc il va falloir... c'est une gymnastique intellectuelle. Il faut différencier les arquebusiers de la ville du tir à l'arquebuse. Et alors, ce qui est assez intéressant, je peux commencer un petit peu à aborder le sujet, toujours dans cette idée de flou, mes chevaliers que j'ai étudiés de l'arquebuse ont profité souvent de l'histoire des arquebusiers de la ville qui, eux, allaient vraiment au feu et au combat pour défendre la ville, pour récupérer un petit peu la gloire qu'ont pu avoir ces arquebusiers à leur profit. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il faut bien distinguer les arquebusiers de la ville des compagnies des nobles jeux de tir. Et donc d'un autre côté, sous le bureau militaire de la bourgeoisie, 28 compagnies de quartier, car la ville de Lyon était découpée en plusieurs quartiers, donc 28 quartiers, 28 compagnies. Donc concrètement, ce que je disais sur la milice bourgeoise, le quartier s'auto-armait, ils étaient rarement en uniforme. Ils élisaient la plupart du temps, c'est les penonnages, ils élisaient la plupart du temps leur chef et ça fonctionnait avec le bureau militaire de la bourgeoisie pour faire simple. Il y avait aussi une compagnie au château de Pierre-Cise et il y a mentionné notamment dans les almanachs de la ville de Lyon, qui sont toujours très intéressants à utiliser, les compagnies de nobles jeux qui sont un petit peu placées à la fin. À la fin, parce qu'on ne sait pas trop où les placer. Enfin, moi, c'est comme ça un petit peu que je l'interprète. Mais ils sont bien présents. Elles sont bien présentes. Alors... Et toujours sur le cas lyonnais, donc c'est assez intéressant de passer ça sur une frise chronologique. On voit l'ensemble des différentes compagnies qu'il y a pu y avoir sur la ville de Lyon. Alors la première, la plus ancienne, avec une date supposée de création en 1431, parce qu'il n'y a pas de source véritable qui l'atteste, en tout cas à ma connaissance aujourd'hui. La compagnie du jeu de tir à l'arc se crée et va rester jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il existera aussi une compagnie de tir à l'arbalète qui va s'intégrer en 1498 à la compagnie d'arc. Donc c'est un petit peu le même phénomène qui existe sur toute la France, on peut presque le généraliser. Quand il y a eu des compagnies d'arbalète, souvent elles se retrouvent fusionnées avec l'arc. Et par contre, l'arc ou l'arbalète fusionne assez rarement avec l'arquebuse. J'en parle tout de suite. L'arquebuse, c'est une arme qui va coûter beaucoup plus cher, qui va être réservée un peu à l'élite. C'est ce que je disais tout à l'heure. On se rapproche vraiment de la noblesse. C'est une arme à feu. C'est beaucoup plus militaire. En tout cas, ça paraît beaucoup plus militaire qu'un simple arc. Et donc, il y a toujours un petit peu un distinguo entre les archers. Alors, je vais éviter le mot archer et arquebusier parce que je ne voudrais pas qu'on confonde avec les arquebusiers de la ville que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais voilà, entre l'arquebuse et l'arc, il y a vraiment souvent une distinction. Et pareil, cette compagnie va exister jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et on y reviendra, je peux l'évoquer tout de suite maintenant, ce phénomène qui va concerner vraiment l'élite de la bourgeoisie au sein de l'arquebuse et de l'arc, va s'étendre aux différents faubourgs dans toutes les villes. Et c'est le cas aussi à Lyon, où dans les faubourgs de Lyon, dans le quartier Serein, Luxembourg, Villeneuve et d'Alencourt, se créent différentes compagnies d'arquebuses, parce qu'on veut copier le modèle du centre-ville de l'élite de la bourgeoisie. Et on va étendre le même phénomène. Voilà. Alors, qu'est-ce que offre cette sociabilité à leurs membres? Alors, moi, j'aime bien me baser souvent sur ce qu'a écrit un érudit, donc Albert Babot, en 1880. Il dit qu'une compagnie d'un noble jeu, c'est un corps traditionnel, un corps volontaire et fait de bénévoles.
C'est un corps particulier par rapport au reste de la milice bourgeoise, et ça ne relève pas de la milice bourgeoise. Donc on voit encore le flou, hein. Comme je le disais tout à l'heure, dans les almanachs de Lyon, les compagnies des nobles jeux de tir sont mis à la fin, on ne sait pas trop comment les placer. C'est sous les ordres des autorités municipales et royales, ça c'est le cas dans toute la France. C'est généralement composé de l'élite de la bourgeoisie. Il y a un point particulier, c'est un exercice annuel de tir de l'oiseau, donc ce que je disais tout à l'heure, le tir à la perche avec le papegay en haut, pour disputer une forme de royauté. Et là, on retrouve les rénages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, annuellement, j'y reviendrai, je vous présenterai des iconographies, on tire sur un oiseau qu'on appelle papegay, en haut d'une perche, et celui qui abat l'oiseau devient roi de sa compagnie pour une année. Et quand on est roi, c'est assez sympathique, vous êtes exempté des impôts pendant une année. Donc, là encore, l'exemption d'impôts, c'est un droit réservé à la noblesse, et on voit encore cette volonté de quête de noblesse par ces bourgeois qui intègrent ces compagnies-là. Et point particulier, le financement de cette exemption d'impôts est fait sur les droits d'octroi de la ville, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont tous les autres bourgeois qui payent pour ces membres-là. Donc, c'est pas toujours très bien vu, et d'ailleurs, à l'approche de la Révolution, très clairement, c'est très 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 mal vu. D'accord ? Puis on avance bien sûr dans le temps. Donc, exercice annuel du tir qui est extrêmement important, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, une royauté, une forme de royauté qui est liée à des droits et des exemptions. Donc, on voit là aussi, on propose aux membres de devenir rois. Donc la noblesse par excellence, enfin le must du must. Voilà, c'est encore un petit peu dans cet esprit-là. Dans cette forme de sociabilité, beaucoup de jeux de hiérarchie. Alors c'est très typique de l'Ancien Régime, mais je vais vous expliquer un petit peu les principaux enjeux de hiérarchie qui existent. Premièrement, il existe une hiérarchie militaire. Au sein de ces compagnies, vous avez, et on copie en fait les évolutions qui existent dans les armées du roi. On va, quand les armées du roi vont avoir des grades d'officiers supérieurs, donc colonel, major, lieutenant-colonel, etc., les compagnies des nobles jeux vont aussi faire du copier-coller et récupérer ces grades-là. Et ces grades-là, qui sont des grades très importants, sont la plupart du temps des grades en fait honorifiques qu'on va confier aux principaux magistrats de la ville. Donc c'est une forme, on propose aux magistrats de la ville de devenir colonel, par exemple, de la compagnie. Ça permet de flatter l'ego par exemple de l'échevin de la ville. Et en retour, bien sûr, on attend, on espère que l'échevin va, par exemple, proposer, continuer à laisser le système de la royauté qu'on a évoqué, etc., etc. Donc c'est toujours un jeu de dons et de contre-dons, c'est très typique de l'Ancien Régime. En dessous les grades d'officiers supérieurs, comme dans les armées du roi, vous avez les officiers subalternes, pour faire simple, avec en fait le véritable chef d'orchestre d'une compagnie, c'est le capitaine de la compagnie. Et donc c'est souvent toujours quelqu'un de très notable dans la ville qui va exercer le commandement effectif de la compagnie. Et en dessous de ça, vous avez d'autres grades qui sont souvent donnés. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça évolue beaucoup en fonction du temps. Ensuite, vous avez et souvent cette hiérarchie militaire est vraiment calquée, pardon, je ne l'ai pas dit, sur la hiérarchie sociale des membres. C'est-à-dire que le capitaine, on va prendre quelqu'un quand même, le capitaine c'est quelqu'un de l'élite de la bourgeoisie, et après on va distribuer le reste des postes en fonction du rang social un petit peu des membres. Ensuite, vous avez ce que moi j'appelle une hiérarchie nobiliaire. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que cette hiérarchie n'est absolument pas liée au rang social, mais au mérite. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le système de royauté. C'est celui qui est le plus méritant, parce que c'est celui qui arrive à faire tomber en premier l'oiseau, qui va devenir roi de la compagnie. Donc c'est assez atypique quand même dans l'Ancien Régime que le supérieur de la compagnie, parce que en termes de protocole, c'était censé être la personne la plus élevée dans la compagnie. Bon, dans les faits, c'était toujours le colonel ou les capitaines, mais bon, d'un point de vue symbolique, ça restait le roi. Et pour le coup, c'est le mérite qui permettait de désigner le top du top. Ce qui intéressait beaucoup la bourgeoisie, parce que tout le monde n'avait pas forcément un rang social élevé. Ensuite, il y a une hiérarchie entre les armes elles-mêmes des nobles jeux. C'est-à-dire, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, l'arquebuse est supérieur à l'arbalète, parce que souvent le rang social est supérieur lorsque on peut tirer à l'arquebuse. Ensuite, l'arbalète est supérieure à l'arc. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la France. Ceci étant, on voit de nombreuses relations confraternelles véritables entre les différentes formes de nobles jeux qui peuvent exister dans une ville. Parce qu'une ville, je l'ai déjà dit pour le cas de Lyon, très souvent, sur les grandes villes, on trouve à la fois l'arc, l'arbalète et l'arquebuse. Ensuite, il existe une hiérarchie
entre on va dire, les types de communes. Enfin, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que les villes vont tirer qu'entre elles. Parce que, je reviendrai tout à l'heure, mais il y a des concours de tir qui vont être organisés et les villes restent entre elles. Elles ne vont absolument pas vouloir tirer avec les compagnies des faubourgs. C'est exclu. A priori, c'est exclu. Et encore en dessous, vous avez les villages. Parce que le modèle qui est d'abord développé par les villes va, je l'ai dit tout à l'heure, se répandre dans les faubourgs, puis dans les villages. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment en Picardie. Le modèle de l'arc, pas de l'arquebuse, va vraiment se diffuser dans les villages. Et enfin, une hiérarchie entre les villes elles-mêmes. Il y a des grands combats épiques devant la cour de marbre pour savoir quelle est la ville qui a le premier rang parmi l'ensemble des compagnies d'arquebuses. Donc on se tire la bourre, entre guillemets, entre Paris et Fontainebleau et Soissons. Voilà, c'est les trois grandes villes qui essayent de revendiquer le premier rang au sein de tout cela. Alors, Paris et Fontainebleau s'expliquent notamment par la présidence de résidence royale. Soissons, on pourra y revenir tout à l'heure, c'est par rapport à la présence d'une abbaye dont l'abbé s'est auto-revendiqué grand maître, en gros, des archers. Voilà. Et donc, sous ce titre-là, ils espèrent avoir le premier rang des villes entre elles. Voilà. Alors, c'est une forme de sociabilité qui perdure, clairement, dans le temps. J'ai mis un petit peu en avant le cas lyonnais. Donc, on voit, il n'y a pas tant de compagnies que ça qui sont créées. Les bandes rouges, alors je suis daltonien, je crois que c'est rouge ou rose, pardon. Les bandes verticales, ce sont l'ensemble des périodes de crise, enfin d'événements de guerre, de conflits qu'il y a pu y avoir en France. Donc on voit assez précisément que la plupart du temps, ces compagnies, c'est assez normal, se créent au moment, en période plutôt de paix, mais c'est pas toujours le cas. On peut le voir sur l'Île-de-France en particulier. Il y a certaines périodes où des compagnies s'érigent malgré tout. Et donc vous voyez, c'est quand même un phénomène qui, dans le temps, on arrive à toujours avoir des compagnies qui se créent dans tout le royaume. Donc c'est vraiment quelque chose qui se diffuse et qui perdure dans le temps. Alors, ça c'est une petite carte un peu dynamique par rapport au recensement que j'ai pu effectuer, donc de 488 compagnies. Donc là, on est au XIVe siècle, XVe siècle, XVIe siècle. Donc on voit bien la diffusion du modèle. XVIIe siècle, XVIIIe. C'est un peu en dehors de mon champ d'études, mais je l'ai mis. Ah mince, je ne l'ai pas mis le XIXe siècle, pardon, autant pour moi. Mais en gros, le XIXe siècle, c'est la Picardie. L'arc va vraiment être très très important en Picardie. Il y a plein de compagnies qui vont se créer. Et alors quand on voit justement cette présence très très forte des compagnies sur la frontière nord-nord-est de la France, moi je m'y suis bien sûr intéressé parce que ça paraît quand même assez... quand on voit cette diagonale-là, très importante, je m'y suis forcément intéressé. Alors très clairement, on le voit bien, les bourgeois, pour justement notamment conserver leurs droits de royauté, etc., parce que ça les intéresse beaucoup, le modèle les intéresse beaucoup, ils vont souvent revendiquer en fait le fait que leur ville est une ville proche de la frontière et qu'ils sont eux-mêmes aptes à défendre la ville. Alors, je le dis tout de suite, si je n'en parle pas plus tard, très clairement, c'était une de mes hypothèses de ma thèse, j'ai cherché à voir si mes chevaliers que j'ai étudiés ont eu des actions offensives à la guerre. Je n'en trouve pas, jamais dans les sources. Et la seule chose qu'ils arrivent parfaitement à faire, par contre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à récupérer des actions héroïques qu'ont pu faire les arquebusiers des villes, mais qui n'ont absolument rien à voir avec eux. Donc pour maintenir leurs privilèges, ils revendiquent souvent leur présence sur cette diagonale de la France. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça correspond aussi un petit peu aux frontières, aux limites du royaume de France, justement au XIVe siècle. Donc c'est assez intéressant, c'est pour ça que j'ai bien fait figurer cette limite-là. Alors les grands constats, donc une forte croissance quand même sur les différents siècles, une présence renforcée aux frontières, je l'ai dit, un auto-armement, donc ça ils le revendiquent souvent, c'est-à-dire que eux sont aptes, contrairement au reste de la petite bourgeoisie ou des habitants des villes, à arriver à s'auto-armer, à acheter leur propre arquebuse, ce qui est quand même pas donné à tout habitant d'une ville. Donc ils s'auto-arment et en plus ils vont plus loin, ils vont adopter l'uniforme, ce qui est quand même, à partir du XVIIe siècle, c'est-à-dire que comme l'armée royale, ils vont adopter des uniformes. C'est quand même, alors avant même que la plupart, ils vont copier la maison militaire du roi.
qui déjà avaient des uniformes, alors que le reste de l'armée royale n'avait pas encore d'uniforme. Donc en fait, ils copient l'élite de l'élite, encore une fois. Autre point, ils recherchent clairement un protectionnisme royal, surtout à un moment où, avec le pouvoir absolu qui est recherché par Louis XIII puis par Louis XIV, les bourgeois vont beaucoup s'appuyer sur les autorités royales pour maintenir leurs privilèges. Donc ils vont toujours rechercher le soutien des autorités royales. Et ça reste un corps spectateur des luttes entre les pouvoirs, notamment le pouvoir municipal et le pouvoir royal. Chaque ville va souvent se confronter un petit peu avec les autorités royales pour garder leurs privilèges, etc. etc. Et eux s'amusent très souvent à jouer un petit peu. Un jour, je vais jouer avec l'autorité municipale, je vais faire l'échevin, je vais le nommer colonel. Le lendemain, je vais essayer de donner des choses honorifiques à l'autorité royale, etc. Pour essayer toujours d'avoir les uns et les autres dans la poche, entre guillemets, si je peux caricaturer ainsi. Alors, autre point que j'ai pu montrer dans ma thèse, c'est qu'il y a un véritable déclin de cette forme de sociabilité durant la seconde modernité, donc vraiment sur le XVIIIe siècle en particulier, on voit bien que le corps décline. Pourquoi ? Alors ça s'explique notamment par le fait que c'est un corps privilégié qui est en question, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'ensemble des habitants de la ville qui financent la royauté. Et ça dérange clairement les autres habitants que les privilégiés, déjà des privilégiés de la bourgeoisie, puissent avoir encore plus de privilèges. Donc ça, c'est pas très, très socialement accepté. Il y a un véritable aussi double jeu des autorités royales qui des fois vont faire plaisir aux compagnies et en fait la plupart du temps ils vont essayer de les détruire aussi parce que ça peut nuire, des gens armés ça peut nuire aussi au royaume, donc en fait on les aide mais plus forcément tant que ça dans l'évolution du temps. Et comme il y a des privilèges qui commencent un petit peu à décliner déjà durant le XVIIIe siècle, les élites de la bourgeoisie tout de suite fuient ce genre de compagnie parce que l'élite de la bourgeoisie cherche à pouvoir toujours avoir plus de privilèges. Donc face à ce constat, très clairement c'est assez intéressant, je l'ai montré dans ma thèse, c'est les compagnies vont essayer toujours de maintenir leurs privilèges et de toujours offrir une forme de sociabilité nouvelle pour faire plaisir en gros à l'élite de la bourgeoisie. Donc typiquement, j'y reviendrai tout à l'heure, les compagnies vont proposer des choses en lien avec l'ésotérisme, on y reviendra tout à l'heure avec la franc-maçonnerie, etc. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup s'en inspirer pour pouvoir redonner une seconde vie aux compagnies des nobles jeux. Donc il y a cela, mais aussi via d'autres distractions qui peuvent être offertes. Notamment, en fait, ils vont essayer de reproduire, j'y reviendrai tout à l'heure, le phénomène de cour qu'on peut avoir à Versailles, ils vont essayer de le reproduire dans leur propre ville. Donc, généralement, les compagnies vont construire des hôtels très très luxueux, un peu comme le Versailles local, si vous voulez, pour chacune des villes. Et c'est vraiment ici que toute l'élite de la bourgeoisie se retrouve dans les hôtels des nobles jeux. Pour ceux qui ont pu aller à Dijon, notamment, il y a le jardin de l'Arquebuse que vous avez peut-être déjà visité, avec un hôtel qui est magnifique. Et c'est là qu'ils tiraient, justement. Donc, je vous invite, si vous allez à Dijon, à aller dans le jardin de l'Arquebuse, qui est magnifique. Et l'hôtel est magnifique et c'est un des plus grands qui est conservé aujourd'hui en France. Alors, jeu et enjeu de pouvoir, toujours dans ce déclin. Les conflits de préséance, j'en ai parlé. Oui, non, les conflits de préséance aussi, qui ont joué dans le déclin durant la seconde modernité, c'est le fait que les compagnies des nobles jeux entre elles se prenaient clairement la tête. Il y a beaucoup de procès qui remontent à la cour de marbre qui jugeaient tout ce qui est point d'honneur entre militaires. Il y a des conflits de préséance très 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 nombreux, on le revoit dans les sources avec l'épénonnage et la milice bourgeoise. Clairement, comme ils s'estiment être l'élite de l'élite, ils veulent et souhaitent avoir le premier rang dans l'ensemble des défilés bourgeois qu'il peut y avoir dans les villes. Et le reste de la bourgeoisie qui fait partie de la milice bourgeoise ne veut pas céder le pas, donc il y a des grands conflits épiques, et souvent on sort l'épée, ça peut terminer assez mal, etc., etc. Autre point, alors par contre avec les forces militaires ça se passe toujours assez bien, et même les chevaliers des nobles jeux sont souvent reconnus un peu comme des officiers. Alors, voilà, c'est encore l'élite de l'élite, on les reconnaît un peu implicitement comme des officiers, et j'y reviendrai tout à l'heure et je vous montrerai via des iconographies. On voit bien que clairement, enfin voilà, ils rendent même les honneurs militaires aux compagnies qui passent, donc on voit bien qu'il y a une forme de reconnaissance très claire là-dessus. Et au fil du temps,
Ce qui est intéressant sur ce côté un peu militaire, c'est à la fois militaire et paramilitaire, c'est toujours un peu compliqué à définir. Les compagnies finissent par être régies par la connétablie maréchaussée de France, qui s'occupe des militaires justement et de la noblesse pour juger tout ce qui les concerne. Et notamment, quand les concours de tir ne se passent pas bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas content qu'un tel a gagné le concours de tir, on va se retourner vers la connétablie maréchaussée de France et c'est elle qui va dire qui va être le vainqueur. Voilà, donc ça permet de montrer aussi l'importance reconnue implicitement par les autorités donc juridiques de cette forme de sociabilité. Et là, on voit par exemple l'iconographie que je vous montre, c'est donc une ordonnance de 1715 en Champagne, dans une ville de Champagne, qui rappelle la préséance qu'ont les compagnies de nobles jeux sur le reste de la milice bourgeoise. On réaffirme le rang, comme on le fait souvent sous l'Ancien Régime, qui est en premier. Voilà. Alors, jeu et un jeu de pouvoir. Là, j'ai mis, parce que je me suis intéressé aussi au cas lyonnais, parce que grâce aux almanachs en particulier, on peut arriver à retracer l'ensemble des chevaliers des nobles jeux, des différentes compagnies que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc alors là, on voit, je vais essayer de... Vous voyez ma souris quand je passe la souris? On ne voit pas la souris. Non, alors je vais essayer de commenter. Donc les carrés, alors je me souviens plus par cœur, ça remonte à quelques temps. Donc par exemple l'arquebuse, le carré c'est là où est l'hôtel de l'arquebuse. L'arc, je ne le retrouve pas. Si, il est là. Voilà. Et puis les autres compagnies. Donc et là on voit bien par exemple compagnie de Faubourg qui s'étend. Et ce qui était assez intéressant, c'était justement, moi ce que je voulais voir, c'était où ils habitaient et voir si c'était, et là en l'occurrence c'est vraiment le cœur, alors moi je ne maîtrise pas la carte de Lyon, vous la connaissez sans doute bien mieux que moi, mais on voit bien qu'on est vraiment sur le cœur du pouvoir, la mairie je crois est par ici, l'hôtel de ville, et donc on voit bien que vraiment le cœur des habitants, en tout cas les chevaliers sont vraiment essentiellement centrés sur le centre de la ville. Donc on voit bien encore l'élite quelque part là-dessus. Et les habitants, les chevaliers qui sont issus des compagnies des faubourgs sont généralement un peu plus éloignés, ce qui paraît aussi assez logique, toujours dans cette logique de cercle autour du pouvoir. Alors, l'adaptation du modèle, je vous ai dit, il y a un déclin, on va s'adapter. Alors concernant l'arc, c'est assez intéressant, je l'ai dit, il y a l'abbaye de Soissons qui, l'abbé de l'abbaye va s'auto-ériger grand maître de l'archerie, du noble jeu de l'arc en France. Il se désigne grand maître, alors c'est absolument pas un grand office reconnu par l'autorité royale, ce qui va être affirmé d'ailleurs plus tard. On va demander à l'abbé d'arrêter de se vendre comme un grand maître, mais malgré tout, il continue à garder ça et il essaye de vraiment régenter l'ensemble du modèle lié uniquement à l'archerie. Donc il crée un règlement qui est diffusé dans toutes les compagnies, que toutes les compagnies doivent respecter, avec des registres qui sont signés et donnés par le grand maître et que tout le monde doit respecter. Et avec des traditions ésotériques, on y reviendra tout à l'heure aussi, qui sont fixées plus ou moins par l'abbaye, ce qui paraît un petit peu quand même particulier, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, il y a des traditions qui sont très liées à la franc-maçonnerie. Voilà. Et donc c'est vraiment lui qui va faire la diffusion du modèle là, sur le nord de la France. Autre point pour l'arquebuse, pour le coup, l'arquebuse, en tout cas les compagnies de Picardie, de Champagne et d'Île-de-France vont s'unir à différentes occasions. Alors pour moi, il y a des dates qui resteraient à être vérifiées, notamment en 1439 Châlons, etc. Je n'ai pas trouvé de source qui l'atteste, mais en tout cas c'est au XVIIIe siècle, on revendique souvent des anciennes dates. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1875, il y a un concordat donc, entre les compagnies issues de Picardie, d'Île-de-France et de Champagne. On se met ensemble et l'objectif, c'est défendre ses privilèges. En fait, ils ne le disent pas comme ça, mais ça, c'est la raison numéro 1 de ce concordat. Et la raison numéro 2, c'est de faire des concours de tir ensemble. Voilà. Et de demander à l'autorité royale de faire ce qu'on appelle un prix général, donc dans tout le royaume. Mais en fait, c'est que entre eux, pour tirer et faire un grand concours de tir. Et ce qui est assez intéressant, d'un point de vue politique, c'est que la Bourgogne est exclue. Bon, ça s'explique aussi avec l'histoire de France, mais la Bourgogne est exclue. Et c'est assez intéressant de voir que quand un grand concours de tir est organisé dans le secteur du concordat de l'arquebuse,
en fait, la Bourgogne va essayer de faire mieux l'année d'après ou quelques années après, et il va y avoir un jeu de surenchère, et de surenchère tel que, en fait, il y a beaucoup de compagnies, même de villes, parce que les villes souvent mettaient la main au pot, vont se retrouver complètement endettées à cause justement des grands concours de tir qui étaient organisés. Donc les grands prix, c'est vraiment aussi quelque chose qui va quand même intéresser les bourgeois, parce que, on le verra tout à l'heure, les récompenses qui étaient offertes étaient très très intéressantes. Et puis, mise en place aussi, c'est intéressant, avec le développement de l'imprimerie, de la diffusion de la correspondance, d'almanach. On va chercher véritablement, il y a une correspondance qui se bâtit, surtout au XVIIIe siècle, entre les différentes compagnies. L'objectif numéro 1 des correspondances que j'ai pu étudier, c'est de voir quels sont tes privilèges, enfin souvent quand ils s'écrivent, c'est quels sont tes privilèges, comment tu as fait pour les obtenir, je schématise, comment tu fais pour les maintenir, ça c'est la grande question. Et du côté des villes, c'est assez intéressant. J'ai trouvé aussi des correspondances où les villes s'écrivent entre elles. Et les questions, c'est, en gros, comment ils vous embêtent avec leurs privilèges, comment vous avez fait pour réussir à supprimer les privilèges, etc. etc. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des jeux vraiment de réseaux qui sont tissés pour essayer d'un côté de maintenir les privilèges et de l'autre côté de les faire supprimer. Les almanachs étaient un peu fédératifs pour montrer aussi des almanachs dans lesquels souvent on mettait en avant les membres des compagnies et essentiellement les plus illustres, encore une fois pour montrer qu'il y a la crème de la crème qui essayait de vivre là-dedans. Alors, deuxième partie, servir noblement sa ville, un peu point d'interrogation, est-ce qu'ils servaient noblement leur ville? Ça a été une des questions que je me suis posée dans le cadre de ma thèse. Alors, je l'ai dit, je ne l'ai pas tant dit que ça, ils avaient un certain nombre de privilèges. Il y avait le titre suprême de roi et d'empereur. Je n'ai pas parlé du titre d'empereur. Lorsque vous étiez 3 fois roi consécutivement, vous aviez le droit de devenir empereur et de garder jouissance du droit d'exemption des impôts locaux votre vie durant. Et si vous mourrez, la femme, votre épouse pouvait récupérer les droits. Voilà. Donc ce qui est quand même très très intéressant. Je le dis tout de suite parce que sinon je risque d'oublier tout à l'heure. Et ce qui est assez marrant, c'est que souvent quand il y a un roi qui arrivait 2 fois, alors c'est les sources qui le montrent parce que les municipalités se plaignent, quand il y a quelqu'un qui arrive à être roi 2 fois de suite consécutive, étrangement, la confraternité veut qu'il n'y ait plus beaucoup de tireurs au 3e tir. Enfin, en tout cas, la 3e année de tir possible. Et que, a priori, des fois, il y a même certaines ententes pour laisser la place libre à celui qui a été roi 2 fois de suite, en gros, pour qu'il devienne empereur. Et lui, après, par jeu de dons et de contre-dons, va arroser un petit peu l'ensemble de ses confrères pour les remercier de lui avoir laissé la place libre. Et là, les municipalités se plaignent. J'ai plein de comptes rendus de villes qui se plaignent des façons de faire, ou pareil, des fois, les compagnies, alors qu'elles disent on va faire le tir à, je dis n'importe quoi, à 8h du matin, au final, elles se réunissent à 6h du matin, aucun membre de la municipalité peut aller contrôler le tir, et donc ils désignent le roi qu'ils veulent, etc., etc. Donc on voit qu'il y a des choses un peu opaques, des fois, qui sont faites pour des raisons, on va dire, liées d'ordre économique. On va dire ça comme ça. Donc voilà, vraiment des formes de tricherie et de négociation de privilèges qui sont extrêmement présentes. Et j'ai déjà discuté avec vous des formes de correspondance qui existaient pour justement maintenir un petit peu ces privilèges-là. Alors, une sociabilité d'élus, alors ça dépend vraiment, hein, encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure avec vous, la hiérarchie entre arquebuse, arbalète et arc. Donc là, on voit différentes villes et différents types d'armes qui étaient utilisées. Et on voit une forme de classement, c'est pour vous montrer un petit peu, il existe plusieurs types de classement de la bourgeoisie, mais on voit un petit peu l'éclatement que ça peut avoir. Et en fonction, ce qu'on peut retenir pour faire simple, c'est que l'archerie, souvent, c'est lié plutôt au bas peuple, hein, je vais schématiser. Et tout ce qui est arquebuse, c'est vraiment le top du top, sauf dans certains cas, par exemple Montpellier, l'arc est prépondérant. Voilà, c'est comme ça, parce qu'ils estiment que c'est l'arme la plus ancienne et donc qu'elle est prépondérante. Mais ce qu'on peut retenir, surtout sur le cas de l'arquebuse, c'est que beaucoup, donc, de la petite bourgeoisie, ou de la bourgeoisie, beaucoup liée à l'échevinage là-dessus. Alors, était-ce des jeunes? C'est une question que je me suis posée relativement notamment aux sociétés de jeunesse. On voit en fait que les tranches d'âge, quand on devient membre, en fait, on peut rester très très longtemps dans la compagnie. Hein. On voit ici la pyramide des âges sur Lyon au moment où on quitte la compagnie. Et là, c'est l'ancienneté. Donc on voit qu'il y a des gens qui restent, des membres qui restent plus de quasiment 50 ans.
d'accord, ce qui est quand même assez important. Et la moyenne de vie, on va dire, dans une compagnie, c'est environ 12 ans. Voilà, donc on reste environ 12 ans dans cette forme de sociabilité. Une question qu'on me pose souvent, et les dames dans tout ça. Alors, historiquement, très clairement, qui dit armes, dit homme. Les femmes sont exclues. C'est comme ça. Par contre, on voit très bien, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, une évolution là-dessus. Première évolution, avant, les hommes restaient véritablement entre eux. Dans leur hôtel, ils s'amusaient entre eux, ils tiraient entre eux. Avec le temps, et avec cette idée justement d'ordre de chevalerie, d'esprit chevaleresque, on a envie de faire de la courtoisie, etc. C'est aussi dans l'air du temps. Donc on va accepter de plus en plus les dames, en tout cas comme spectatrices, pour assister à l'exercice de tir. Donc on se pavane, on se fait beau, d'où les idées d'uniforme, etc. Il n'y a pas le côté que militaire. On va aussi chercher à séduire, et c'est bien dit dans les grands concours de tir, je le dis tout de suite, on va chercher à séduire et aussi à nouer des alliances matrimoniales. Ça, c'est des choses qui arrivent beaucoup entre grandes familles, justement, de la bourgeoisie. Donc les armes et les femmes, au début c'est incongru, mais avec le temps, les épouses, donc début du XVIIe siècle, assistent en tant que spectatrices, et à partir du milieu du XVIIIe siècle, c'est assez intéressant, on voit des dames commencer à tirer. Alors la plupart du temps, au début, c'est en fait, par exemple sur un grand concours de tir, c'est l'autorité royale, la personnalité la plus importante de la ville qui va venir. Souvent, il est accompagné de son épouse. Et en fait, c'est l'épouse qu'on va faire tirer. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pas toutes les dames au début qui commencent à tirer. Mais assez rapidement, au milieu du XVIIIe siècle, je vois du tir, enfin une forme de mixité qu'on retrouve aussi en franc-maçonnerie exactement à la même période, à partir du milieu du XVIIIe siècle. Les dames peuvent commencer à tirer. Et on retrouve même des sociétés androgynes où on accepte des chevalières à partir de 1760. Il y a un cas assez intéressant à Chambéry. On va faire un tir du roi et un tir de la reine. Et de mémoire, malheureusement, la reine n'a pas les privilèges. Mais on voit qu'il y a une forme d'évolution sociale, on pourrait dire ça comme ça à l'époque. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est dans les sources aussi, dans certains mémoires, j'ai pu remarquer que les femmes entre elles, même les femmes, pas que les hommes, voyaient le tir par des femmes comme un objet d'étonnement. On s'étonne qu'une femme s'adonne à l'exercice des armes, de l'arquebuse. Donc les femmes s'en étonnent beaucoup. Voilà. Et là, vous pouvez voir, alors c'est pas une cible française, mais on voit bien ce côté l'amour prépondérant où l'objectif c'est d'atteindre le cœur, voilà, le côté très courtois. Et puis il y a des fois des trucs un peu plus burlesques où l'objectif, des connotations sexuelles sur les cibles, etc., et avec les femmes, etc., qui apparaissent même sur les cibles. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a certaines cibles qui en attestent très clairement. Alors aussi pour se diversifier, et attirer toujours et maintenir la bourgeoisie au sein de ces sociétés-là. Ces sociétés-là, bien avant la franc-maçonnerie, j'insiste, étaient déjà des formes de sociétés initiatiques. C'est-à-dire que quand on intégrait cette société-là, alors je l'ai attesté, la première, justement ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas lyonnais qui m'a permis en tout cas la première date qui me permet d'attester qu'il y a eu une société initiatique, c'est 1628 à Lyon, du côté des archers. Déjà, très clairement, les règlements de la compagnie de l'Arc montrent qu'il y avait présence de tradition initiatique. Quand on rentre dans la compagnie, il y a une forme de catéchisme initiatique symbolique qui va en fait attribuer. Il y a une cérémonie qui est écrite, c'est pas très bien écrit dans les règlements, mais on voit qu'il y a une cérémonie de réception durant laquelle on va vous expliquer que l'arc, la cible, etc., ont un sens symbolique bien particulier et qu'on vous invite à être le Christ et à essayer d'être à l'image et à la ressemblance du Christ, chose qu'on peut retrouver aussi en franc-maçonnerie, dans les hauts grades, etc., ou même pas que dans les hauts grades. Donc voilà, véritablement l'apparition d'une chevalerie qui existait déjà bien avant la franc-maçonnerie et qui, avec la franc-maçonnerie, va avoir un second souffle. On va s'inspirer très clairement de la franc-maçonnerie. On ne va pas créer des nouveaux grades, mais il va y avoir un remaniement des rituels, ou en tout cas, on va beaucoup mieux préciser le contenu des rituels des chevaliers de l'arc. Et ce qui est intéressant, c'est que les traditions de l'arc vont se retrouver aussi sur l'arquebuse, c'est-à-dire qu'on va donner exactement les mêmes sens symboliques
Donc sur l'arc, par exemple, la flèche, c'est Marie, la Vierge, c'est le symbole. Et lorsqu'on va passer sur l'arquebuse, il n'y a plus de flèche, donc c'est la balle qui va devenir la Vierge. Voilà. Donc, et l'objectif, c'est vraiment le martyre du Christ sur le plan symbolique, qui est vécu dans le jardin des Oliviers, et le jardin de Tyr est vu comme le jardin des Oliviers. Voilà, il y a vraiment toute une tradition mystique qui est installée là-dessus. Voilà. Alors, c'est une forme de néo-chevalerie critiquée. Alors, c'est assez intéressant. Donc, je ne me souviens plus comment s'appelle cet auteur, mais il a écrit une dissertation historique et critique sur la chevalerie. Il précise bien qu'il existe une forme de chevalerie liée initiatique liée justement au noble jeu de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse. Il la critique de façon très vigoureuse dans sa dissertation, mais dans les additions et corrections qu'il a apportées à son ouvrage ultérieurement, comme il a remarqué qu'en fait il y avait l'élite de l'élite dans ces compagnies-là, il s'est avisé, et comme il trouve plusieurs personnes nobles et de distinction, au final, cette forme de chevalerie est très positive pour lui. Donc on voit que le rang social influe beaucoup sur on va dire, l'honorabilité de la chevalerie. La sociabilité d'élus, je l'ai dit tout à l'heure, va vraiment se diffuser dans les faubourgs et les villages, et ça va justement, le côté initiatique va intéresser les faubourgs et les villages. On essaye de faire tous pareil, et je l'ai dit tout à l'heure, l'abbaye va beaucoup diffuser le modèle, surtout en Picardie, avec l'archiconfrérie de Saint-Sébastien qui est créée pour diffuser ce modèle-là. Alors, il y a une réception, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, et des éléments de rituel qui vont aussi nourrir la franc-maçonnerie. Par exemple, il y a un élément sur la boisson amère qu'on peut retrouver en franc-maçonnerie lors de la réception au grade d'apprenti, qui en fait n'existait pas, et qui a priori, c'est la conclusion que j'ai de façon commune avec Pierre Mollier, qui est conservateur du musée de la franc-maçonnerie, qui... on ne sait pas d'où vient ce symbole-là, et on pense qu'il vient très clairement des nobles jeux de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse, parce que dans la cérémonie de réception des chevaliers et des nobles jeux de Tyr, on fait boire une boisson salée avec du vin et du pain. Et c'est une cérémonie, alors que je m'y suis intéressé pour le coup, qui se retrouvait aussi chez les marins. Quand on voulait faire une promesse très très solennelle, on faisait une promesse sur le vin, le pain et le sel. Voilà, c'est comme ça que ça se faisait. Cérémonie qui n'était pas très bien vue du camp ecclésiastique. Voilà, donc ça c'était vraiment la réception, c'est on fait boire cette boisson, cette mixture. On va apprendre aux néophytes par un jeu de catéchisme, de questions-réponses, tout le symbolisme qui est lié à tout ça. On fait vivre dans le jardin de l'arc ou de l'arquebuse la vie du Christ dans le jardin des Oliviers. Et le secret véritable, c'est comme ça que c'est écrit dans les rituels, il y a un jeu de questions-réponses qui va être utilisé en fait pour pouvoir se faire reconnaître chevalier des nobles jeux de Tyr. Et la réponse, c'est en gros, c'est quelle boisson avez-vous bu? Et j'ai bu alors, je me souviens plus exactement de la formulation, je vous prie de m'excuser. En gros, j'ai bu cette mixture-là. Voilà. Et c'est ça qui permet en fait de se faire reconnaître chevalier des nobles jeux. Et c'est ça qui permet, par exemple, je suis chevalier lyonnais, je suis commerçant, c'est ce qui arrive assez régulièrement, je vais à Paris, je peux aller tirer et aussi essayer de faire du négoce avec mes confrères parisiens, si je vais à Paris, etc., etc. Et pour se faire reconnaître et pour pouvoir rentrer dans cette sociabilité parisienne, comme le rituel est identique à Paris et à Lyon, ça permet de se faire reconnaître et d'ouvrir les portes. Alors je me suis intéressé aux doubles appartenances, c'est-à-dire à ceux qui étaient à la fois présents dans les nobles jeux et en franc-maçonnerie. Chose qui avait déjà été initiée, c'est une étude qui avait déjà initié mon directeur de thèse, Pierre-Yves Beaurepaire. Moi je l'ai continué pour voir d'autres cas, et ça se confirme souvent. On est d'abord reçu dans les nobles jeux et ensuite on va en franc-maçonnerie. C'est comme ça. Alors ça ne s'explique pas forcément. Il ne faut pas voir... ça peut être vu comme une antichambre quelque part. Mais voilà, c'est avéré, d'après les chiffres. On était d'abord chevalier d'un noble jeu de Tyr et après on pouvait aller en maçonnerie. Mais bien sûr, ça ne se respecte pas dans tous les cas, bien évidemment.
Alors, c'était une forme de maison militaire, j'ai dit tout à l'heure. Les chevaliers cherchaient à tout prix à adopter les codes de la maison militaire du roi, toujours un copier Versailles. Donc ils se sont parés d'uniformes. Ils assuraient dans la ville les missions d'honneur et de sécurité. Quand il y avait un grand événement, ils allaient toujours chercher l'autorité, d'abord municipale, et puis quand le pouvoir royal a pris de la prépondérance, on n'allait plus s'embêter à chercher le pouvoir municipal, l'échevin, donc le maire, on allait plutôt chercher l'autorité royale principale. On va le chercher jusqu'à chez lui, on l'amène en grande pompe au lieu de l'événement qu'on fête. D'accord ? Donc c'est vraiment, il joue la sorte de maison militaire comme les gardes du corps du roi. On va défendre le corps des personnes les plus importantes dans la ville. On rehausse l'éclat des fêtes urbaines. Donc là, on peut voir, c'est à Reims, une inauguration de la statue de Louis XV. Là, ce que vous voyez en rang parfaitement militaire, avec un drapeau, donc tout le symbolisme militaire, c'est justement la compagnie d'arquebuse de Reims qui est assemblée pour l'inauguration d'une statue qui est à droite. Et on voit indirectement, ils ont tous des militaires, même plus que les militaires quelque part. Donc c'est assez intéressant. Et ça reste aussi un outil diplomatique dans la ville. Pourquoi ? Parce que quand il y a des monarques, notamment étrangers, ou des souverains de passage français, on va les utiliser comme corps qui est bien habillé, qui donne une très bonne image de la ville. C'est aussi pour ça que les villes, quelque part, entretiennent leurs privilèges, c'est qu'ils peuvent les utiliser à des fins diplomatiques, quelque part, et notamment quand il y a des souverains étrangers qui ne connaissent pas forcément les habitudes des nobles jeux de tir. On va les inviter dans les hôtels des nobles jeux de tir, on va leur proposer de tirer. Voilà, il y a un petit peu un jeu diplomatique qui s'installe. Alors sur la partie militaire, donc là on voit un portrait d'un officier d'une compagnie, la compagnie des canonniers de Lille. Encore une fois, voilà, il y a eu du canon aussi. On voit bien, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, une forme de hiérarchie militaire avec des grades d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes, et le rang le plus bas, c'est chevalier. Des uniformes, on va toujours chercher à essayer d'avoir des attributs d'officiers. Donc si on peut avoir des aigrettes, ces officiers supérieurs, ou s'emplumer son chapeau, c'est toujours un rang important. On va essayer en tout cas sur le début et milieu XVIIIe siècle, on cherche à avoir cela. Les hausse-cols, qui est un attribut important chez les officiers. La canne de commandement, etc., etc. Ils copient véritablement, c'est du copier-coller du modèle militaire. Et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et le roi essaye de contrôler. Il a plusieurs reprises, des ordonnances, surtout à partir du milieu du XVIIIe siècle. Il ne veut plus. Il y a des textes qui sortent. On ne veut plus que dans la milice, et en général, et aussi dans les compagnies des nobles jeux en particulier, on ne veut plus de certains symboles, notamment les épaulettes. On ne veut plus qu'ils portent les épaulettes, parce que les épaulettes, c'est réservé véritablement aux vrais officiers militaires. Mais le problème, c'est que les chevaliers des nobles jeux sont très attachés aux épaulettes qu'ils ont pu porter. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Des réclamations au roi. Donc certaines compagnies vont se donner le droit de continuer à porter l'épaulette, au risque de se faire taper sur les doigts. C'est souvent ce qu'ils font. Et sinon, le concordat de l'arquebuse que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure était là aussi pour défendre les droits. Et à plusieurs occasions, ils sont allés voir le roi pour demander un droit d'import spécifique d'un uniforme que je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà. Donc c'est quelqu'un qui me l'a dessiné à gauche au regard des descriptions. Donc ça, c'est l'uniforme des chevaliers de l'Arc de Paris. En fait, ils tiraient à l'arquebuse, mais ils ont gardé le thème de chevalier de l'Arc. Donc des fois, c'est très compliqué dans les sources parce qu'on parle de chevalier de l'Arc, mais en fait, c'est des gens qui tiraient à l'arme à feu. Et ça, donc, c'est l'uniforme qui a été adopté vers 1780 suite au concordat de l'arquebuse que j'ai évoqué avec vous. Donc on voit bien la richesse quand même de la tenue et qui ressemble un petit peu aux tenues de la maison militaire du roi. Et chaque compagnie, avant qu'il y ait un uniforme fixé pour toutes les compagnies de l'arquebuse, chaque compagnie avait véritablement son propre uniforme, son propre étendard, et il n'y avait rien d'uniforme, véritablement. Et ce qui est assez intéressant, lors des concours de tir, ils s'amusaient même, toujours dans cette volonté de montrer qu'on était plus riche que les autres, ils adoptaient même plusieurs uniformes par jour. Ce qui est quand même assez intéressant. Sur des concours de tir, il y a une compagnie qui donc a perdu le tir. Alors je pense qu'ils avaient plus ou moins fait exprès, ou ils avaient envisagé la possibilité de perdre le concours de tir. Et donc, le dernier jour du tir, comme ils étaient dépités d'avoir pas réussi à gagner le tir, toute la compagnie, donc c'est souvent une cinquantaine de personnes, est venue et donc a acheté avant cela des uniformes noirs en signe de deuil
avec un cercueil, etc. Donc tout était fait dans le spectacle, hein, bien évidemment, pour montrer, voilà, on a vraiment le deuil d'avoir perdu. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a des formes d'investissement pour montrer qu'on a les moyens et une forme vraiment de spectacle qui était mis en œuvre à cette époque-là. Donc un emblème, une musique comme les militaires qui était présente. On va s'accaparer de colliers comme dans les ordres de chevalerie. Le roi, l'empereur, souvent porte un collier ou une écharpe comme dans les ordres de chevalerie, ou écharpe ou cordon, ça dépend le terme qu'on va utiliser. Quand les médailles se développent véritablement, on va adopter des médailles. Et là, on voit qu'il y a, par exemple, typiquement une reprise de l'ordre de Saint-Louis qui imprègne cette décoration, cet insigne de la confrérie de Saint-Sébastien qui est conservé au musée de l'armée. Donc voilà, on copie-colle les ordres de chevalerie et le milieu militaire. Ne me demandez pas comment, je n'ai pas la réponse. Ils ont même réussi à obtenir de l'autorité royale le droit de vétérance, qui est donné normalement que aux militaires et qui permet un certain nombre de droits derrière. Je ne sais pas comment ils ont réussi à l'avoir, mais voilà, c'est toujours sous les formes de négociations, dons et contre-dons, ils ont réussi à l'avoir. Et à partir surtout sur la fin du XVIIIe siècle, le fameux secret que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure commençait à être un peu connu, enfin pouvait facilement être connu, il est même sorti dans certains ouvrages, etc., comme ça se faisait aussi avec le milieu de la franc-maçonnerie. Et donc là, on commence à émettre des brevets typiquement dans le style militaire, où voilà, je vous reconnais comme officier ou je vous reconnais comme chevalier, et c'est ce brevet, c'est plus le mot de passe que j'ai évoqué tout à l'heure, ça va être le brevet qui va servir à pouvoir rentrer par exemple à Paris, dans l'arquebuse de Paris, si on est lyonnais. Et là, aussi sur le plan militaire, on voit bien, donc ça c'est fin du XVIIIe siècle, à Soissons, ça existe toujours ce bâtiment-là, on voit les chevaliers qui ont commandé véritablement un tableau où on les voit faire ce qu'on appelle l'école du soldat, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre serré pour les militaires, ou apprendre le garde à vous, voilà, vraiment faire comme les militaires, mais encore une fois, moi les sources montrent qu'ils n'ont jamais été au combat. Ou en tout cas, c'est toujours c'est du mythe. C'est aussi, je l'ai évoqué avec vous, un lieu de plaisir et de fête. Donc là, c'est une vue justement de l'hôtel de Dijon, qui est véritablement un lieu de promenade au niveau du jardin, un lieu de salon, hein, c'est véritablement des lieux de salon qui sont organisés, lieu de luxe, a priori pas de luxure, parce que les sources et les règlements montrent bien qu'il ne faut pas ça veut dire qu'il y a sans doute eu des déviances, mais il y a un rappel comme quoi il ne faut pas dévier par rapport, bien sûr, à la religion. Un lieu de plaisir, un lieu de courtoisie, bref, on essaye, je l'ai dit tout à l'heure, de reformer une sorte de cour versaillaise, mais dans sa propre ville. Voilà, encore être l'élite de l'élite. En bas, vous voyez une assemblée, voilà comment ça pouvait. Donc ça peut ressembler un petit peu aux gravures aussi liées à la franc-maçonnerie, exactement plus ou moins le même type d'emplacement, etc. Et des lieux très luxueux. Par exemple, à Troyes, il y a encore des vitraux qui sont conservés. Voilà, on mettait des vitraux partout. On commandait tous les tableaux des rois de France et on les affichait. Donc véritablement une volonté de mise en avant de la richesse qu'ils pouvaient avoir. Alors, transition un peu toute faite, quels étaient leurs divertissements parce que je n'ai pas encore trop parlé du tir et c'est le moment venu justement d'en parler. Alors, déjà, moi, ça m'a beaucoup étonné la notion de noble jeu. Alors, il y a eu beaucoup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de chercheurs qui se sont intéressés un petit peu à la catégorisation des jeux. Et la notion de noble jeu a très très peu été abordée, alors qu'il y a pas mal de sources qui évoquent des nobles jeux. Dès le XVe siècle, d'après mes recherches, les nobles jeux concernent toujours des exercices guerriers, souvent attachés à la hache, la lance, la dague, l'épée, le fleuret. Donc en fait, ce sont souvent des jeux faits en temps de paix pour s'exercer militairement. Voilà. Et en particulier pour la jeunesse, mais pas que, aussi les moins jeunes, et tout type de corps, ceux qui sont un gros corps ou pas gros corps, etc. Enfin voilà, vraiment des jeux, des exercices guerriers d'ordre physique, où les corps nobles et non nobles fuit la mort. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans les sources. C'est souvent c'est en lien souvent avec des jeux d'adresse et de force. On parle souvent d'innocents combats, donc on ne cherche pas la mort, on s'entraîne vraiment militairement sans donner la mort, sinon ça veut dire que c'est plus un exercice guerrier conforme. Et apparaît aussi la notion, alors c'est assez intéressant, de jeux olympiques, j'y reviendrai tout à l'heure. On organise des jeux olympiques avec des spectacles guerriers pompeux.
XVIIe siècle, le noble jeu s'apparente aussi au jeu des échecs. Donc là, on n'est plus sur un exercice d'ordre physique, mais plutôt intellectuel, spirituel. Et le jeu de paume est aussi désigné comme noble jeu. Alors, en fait, pourquoi tout ça est lié, en fait, encore une fois, le fait qui pratiquait ces nobles jeux, c'était souvent la noblesse. Voilà. Et en fait, que vont faire les bourgeois ? Ils vont ériger leur propre jeu de tir en noble jeu. Comme ça, on recherche toujours cette quête de notabilité. Et donc, à partir du XVIe siècle, les armes de tir par les bourgeois deviennent des nobles jeux de tir. Donc, ce sont des jeux moralisés, théâtralisés en permanence. Donc, par exemple, si on a fait une faute dans le jardin de l'arc ou de l'arquebuse, ou si on a été très mauvais tireur, l'officier peut vous demander, par exemple, de vous dévêtir partiellement. Donc là encore, on peut voir des traditions avec la franc-maçonnerie, pourquoi pas, se dévêtir partiellement, enlever un chausson, enlever son soulier et marcher d'une butte à l'autre, se mettre à genoux et demander s'excuser publiquement devant la cible. Donc une forme de rituel d'humiliation qui existait en fait au Moyen-Âge, qui existait encore sous l'Ancien Régime, parce que ça peut paraître un peu étonnant, mais ça existait déjà au Moyen-Âge, donc des rites d'humiliation qui existaient comme ça pour réparer ces fautes. C'était un jeu d'adresse, un jeu de tir, un jeu d'exercice et de prix, et souvent on faisait des mises donc il y a une mise en commun de mise, pour le meilleur tireur récupère l'intégralité de la mise. Donc encore une fois un intérêt économique pour les tireurs. Des jeux royaux parce qu'on pouvait devenir roi via un titre, des jeux olympiques et patriotiques parce que j'y reviendrai tout à l'heure, les grands concours de tir donc de province ou les prix généraux que j'ai évoqués avec vous tout à l'heure étaient vraiment vus comme des jeux olympiques et patriotiques. Des jeux raffinés pour l'élite, des jeux licites et encouragés. Alors normalement les mises sont interdites, c'est réservé que par exemple à l'élite de la noblesse à Versailles, voilà, c'est que la noblesse qui peut miser, et là ils ont le droit. Voilà, c'est un peu particulier, voilà, les nobles jeux de tir. Des jeux de prix aux chances très inégales. Alors pourquoi je dis cela ? Par exemple par rapport au tir de la royauté que j'ai évoqué avec vous avec la perche et le papegau. En fait, comment ça se passe ? L'ordre pour tirer. D'abord, va tirer le roi de l'année précédente. Donc, il a plus de chances déjà de réussir à essayer d'abattre l'oiseau. Bon, après, ils arrivent rarement quand même à faire descendre l'oiseau au premier coup. Donc, le roi d'abord. Ensuite, les officiers selon leur rang. Et ensuite, les chevaliers suivant leur ordre d'ancienneté. Donc, plus vous étiez le nouveau membre, plus vous tiriez en dernier. Donc, vous aviez intérêt à être ancien. Donc, c'est une forme d'encouragement et de fidélisation quelque part. Si vous vouliez avoir plus de chance, il fallait être ancien et ou avoir un grade et donc être socialement élevé. Voilà. Et des jeux qui permettent de distinguer les membres entre eux. Et chose assez intéressante, je vous montre, alors dans certaines compagnies, les confrères venaient avec des armes très très luxueuses, voilà, pour toujours se montrer. Des jeux aux fonctions symboliques, j'ai un peu évoqué avec vous, avec des allégories liées à la mort, du Christ en particulier. L'amour, la courtoisie, je l'ai évoqué avec vous. Des jeux aux fonctions rituelles, où alors il n'y a pas d'épreuve comme on peut le voir en franc-maçonnerie lors des rituels, mais par contre un véritable apprentissage par questions et réponses. Et le jeu reste fait de rites multiples durant toute la séquence de tir. Beaucoup de proximité avec les marins, je l'ai évoqué avec vous tout à l'heure. Le compagnonnage aussi, il y a certains qui sont intéressés, moi aussi, aux différences de rituels. On revoit des choses très clairement là-dessus. Et la franc-maçonnerie, j'ai déjà évoqué avec vous tout à l'heure. Alors le tir de papagaie, justement, comment se passait la saison de tir ? Souvent, l'ouverture de la saison de tir se faisait par le tir du papagaie. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ces chevaliers-là, encore une fois, pour moi, ils n'étaient pas du tout des bons combattants. Et d'après les sources, très clairement, ils n'aimaient pas tirer l'hiver. On préfère tirer quand il fait beau, à la belle saison. Donc au printemps, le premier tir, le tir du papagaie, on n'y va pas trop durant le reste de l'hiver. Et donc là, vous voyez, donc là, c'est une scène à Dunkerque, la veille de tirer le papagaie à Dunkerque, il faisait une cérémonie funèbre pour le roi qui est mort, parce que le lendemain, on va tirer un nouveau roi. Voilà, donc ça permet de se réunir, de faire de bonnes agapes avant le tir du lendemain, auquel on va à nouveau faire, bien sûr, des nouvelles agapes une fois que le roi a été élu. Donc là, on voit une perche avec un ou plusieurs papagaies. Suivant les localités,
Si vous tiriez l'oiseau le plus en haut, vous deveniez roi. Si vous tiriez un deuxième, vous deveniez duc, marquis, etc., etc. Donc il y avait encore un peu comme les rénages, des formes on offrait des titres variés. Et ça, vous voyez, le tir du papegay, c'est quelque chose qui remonte quand même à très longtemps. Donc là, on a des iconographies du XVIe siècle, et même sous l'Antiquité, donc encore bien plus longtemps, des tirs sur les oiseaux, c'est des choses qui existaient déjà. Alors, point particulier, on ne tire jamais, et toutes les compagnies précisent bien qu'il est interdit de tirer sur des oiseaux vivants. Les oiseaux sont toujours, généralement pour l'arc, c'est souvent en bois, et pour l'arquebuse, ça va plutôt être des oiseaux en métal. Voilà. Là-dessus. Et puis même des fois pour le spectacle, dans les oiseaux en métal, on va mettre du liquide rouge à l'intérieur, comme ça quand c'est transpercé, il y a du sang qui gicle. Voilà, donc c'est pour le spectacle, c'est mieux. Donc je l'ai dit, la royauté, ça permet souvent, alors tous les chevaliers portent une épée, alors c'est encore une autre particularité, normalement l'épée, alors c'est plus vraiment vrai au XVIIIe siècle, mais l'épée était un signe de noblesse, très clairement déjà tous les chevaliers portent l'uniforme avec l'épée, mais il y a des épées d'honneur qui étaient souvent remises, donc là vous en avez une au canonnier de Lille qui est conservée, si vous allez à Lille, il y a un très beau musée des canonniers de Lille, je vous encourage à y aller, avec des pièces magnifiques, pas toujours bien conservées, mais ils font comme ils peuvent. Un collier de roi de 1690, donc on voit quand même l'objet d'orfèvrerie qui coûtait très très cher, et des fois de façon moins somptueuse, des couronnes ou des lauriers en végétaux, des croix et des colliers et des cannes de commandement comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc d'autres formes de tir, je l'évoque tout de suite parce que là ça permet vraiment de le voir, c'est assez intéressant. Souvent au tir à l'arc, on tire par aller-retour, ce qu'on appelle le jeu du beurceau en France. C'est le tir traditionnel de tir à l'arc et ça c'est en Grande-Bretagne. Mais on voit bien en fait tout le groupe tire d'une butte vers l'autre, une seule flèche. Ensuite, on va à l'autre but, on récupère sa flèche et on fait en fait un jeu d'aller-retour comme ça. Et souvent, on tire 20, 40 flèches, c'est convenu dans le règlement. Et le meilleur tireur, la plupart du temps, c'est celui qui arrive à être au plus près. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 5 broches en fait dans une cible. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver avec les 5 plaies du Christ. On peut revoir du symbolisme. Et donc, il y a 4 broches sur les côtés et la broche centrale qu'il faut essayer d'atteindre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la perfection ultime ne pourra jamais être atteinte par les tireurs parce que nous sommes humains et parce que la broche centrale en fait, ne permet pas aux tireurs d'atteindre la perfection, le centre parfait. Mais l'objectif, c'est d'être le plus proche de la broche centrale. Voilà. À gauche, on voit un défilé de bourgeois allant à la butte. Et ici, vous voyez des dames, c'est pour illustrer aussi un petit peu cela, avec du tir. Et on voit encore le côté galant, courtois, avec un cœur qui est dessiné en plein milieu de la cible. La cible pour l'arc est soit en bois, soit c'est directement sur des buttes de terre. Pour l'arquebuse, c'est très très souvent, donc là c'est de la butte de terre, et l'arquebuse c'est souvent de la cible en bois. On prend des tonneaux, on les peint. Et des fois, il y a des magnifiques peintures qui sont réalisées dessus. On fait appel à des artistes connus des villes. Ça, à Lyon, c'est très fait aussi. Où on prend des artistes connus et on leur demande de peindre sur la cible. Alors ça, c'est les traces de Lyon aussi. Des jetons en argent, quand ça apparaît beaucoup. En tout cas, surtout fin déjà 17e, 18e siècle, on remet souvent des jetons. Et ça, c'est une forme... toujours pour fidéliser les membres, on va offrir des jetons qui ont souvent une valeur pécuniaire par ailleurs pour fidéliser les membres. Et ça c'est un objet de premier prix de l'arquebuse offert par la ville de Paris. Les villes, pour entretenir le jeu de l'arquebuse ou de l'arc, etc., vont offrir aussi des premiers prix. Donc souvent c'est de la vaisselle en fait en argent ou autre qui est offert et qui a une valeur pécuniaire importante. Donc on préfère offrir des objets, mais ça c'est aussi pour légitimer le jeu au niveau des autorités. On préfère offrir des objets qui ont de la valeur que directement de l'argent. Ça ne se fait pas d'offrir directement de l'argent. Ici, donc sur les grands prix généraux et provinciaux que j'ai évoqués avec vous tout à l'heure, donc là, c'est des véritables Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit encore aux Jeux Olympiques 2024, vous avez une cérémonie où vous accueillez en grande pompe toutes les compagnies qui viennent participer. Ensuite, le lendemain, je caricature, je simplifie, le lendemain, vous faites un grand défilé dans la ville avec des grandes agapes. Et le surlendemain, vous pouvez commencer le tir qui peut durer 2, 3, 4, une semaine, jours. Et à la fin, vous faites une grande cérémonie pour récompenser le meilleur tireur. Et vous faites une cérémonie de clôture. Donc on est vraiment sur le modèle du Jeux Olympiques déjà. Et c'est assez intéressant parce que des
comme Pierre de Coubertin, etc., qui pensait avoir été le premier à lancer une forme de chevalerie sportive. Ça, j'aime bien le rappeler aux historiens du sport qui souvent voient à double Pierre de Coubertin. En fait, il faut s'intéresser quand même un petit peu aux racines, et ça existait déjà, en fait. Voilà. Et ça, c'est attesté en France, mais aussi en Grande-Bretagne, et souvent les historiens du sport l'oublient un petit peu. Là à gauche, vous avez une invitation au Prix de Lyon de 1701. Voilà, ça vous montre comment était fait une invitation. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'attire votre attention sur la gauche. Vous avez un grand trait, et ça, c'est la longueur qui est mise sur l'invitation pour dire, voilà, et dans le texte, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, il y aura 200 pas, et le pas, c'est la longueur qui est là. Comme ça permet, on prend l'invitation, et on peut reproduire, en fait, et s'entraîner véritablement comme dans les conditions du direct futur. C'est intéressant. Là, vous voyez une cérémonie, une grande marche à l'occasion d'un Grand Prix. Ça, c'est à Reims en 1687. Donc, on voit là encore tout le public, vraiment le même système que les Jeux Olympiques. Hein. On voit toutes les compagnies qui défilent. Et ce qui est intéressant, c'est que la noblesse vient parce qu'on voit qu'il y a des carrosses qui viennent. On monte même jusque sur les toits. Et tout en bas à gauche, vous avez tous les prix qui sont offerts dans le cadre des prix, enfin tout l'objet, toute la vaisselle qui vont être offertes aux meilleurs tireurs. Donc là, je fais un petit zoom dessus où on voit, c'est sur le mot en 1717. Donc tout ça, c'est de la riche vaisselle. Et ce que vous voyez à gauche, la statue, c'est ce qu'on appelle le bouquet. Le bouquet qu'on offrait à la ville qui réussissait, enfin le meilleur tireur, sa ville en particulier, recevait le bouquet. Et la tradition voulait que la ville en question, concernée par le meilleur tireur, organise le prochain concours de tir. Voilà. Donc les villes n'étaient pas toujours contentes parce que ça impliquait derrière des énormes déficits la plupart du temps. Voilà. Et ça permet de voir un petit peu la richesse de... Oui, comme les Jeux Olympiques aujourd'hui, hein, nous allons tous casquer par rapport aux Jeux Olympiques 2024. Pareil, dans la tradition, une ouverture qui est faite par l'autorité royale présente, souvent avec les dames à côté. Donc on tire... Parfois, le meilleur tireur, enfin, on fait un super coup, ce qui était le cas, je crois, en 1717, donc ce qui est immortalisé par cette gravure-là. Et donc, grandes acclamations, grandes libations derrière, parce que la plus grande autorité royale, en plus, avait mis dans le mille, donc c'était merveilleux. Là, ici, vous avez, alors ça, je l'aime beaucoup, c'est une estampe de 1670 sur un tir qu'il y a eu à Lyon. Je vais détailler un petit peu l'ambiance de tout cela. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on le voit, je le sais par les sources, on vient à la fois par les eaux et par la terre pour venir au grand concours de tir. On s'amuse parfois, alors ce n'est pas le cas, mais venir avec des bateaux à la turque. Donc on investit dans des bateaux à la turque pour venir quand même au grand concours de tir. Il y a des grands investissements qui sont faits. On marque aussi parfois qu'on fait venir des prostituées. Donc on voit qu'il y a des finalités variées sur ce genre de choses. Et on incite, au-delà des prostituées, à faire venir des dames aussi pour des questions matrimoniales. On va essayer de faire des alliances en grande famille, je dis n'importe quoi, entre Paris et Mâcon, etc. etc. Donc on vient de toutes parts. On est accueilli à la fois par la compagnie qui accueille, et puis souvent par les troupes locales de l'armée du roi qui peuvent être présentes, qui vont présenter les armes. Donc là, c'est quand même, ça montre qu'on reconnaît implicitement comme militaires les chevaliers, même s'ils n'en sont absolument pas pour moi. Et là, alors je vais zoomer un peu. Donc là, c'est l'accueil, hein, on voit bien les bateaux. Et là, c'est plutôt la notion du tir. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est marqué dans toutes les sources, dès qu'on organise un Jeux Olympique de tir comme ça, un prix général ou un prix provincial, on va organiser plein de boutiques dans les alentours, parce que les boutiques, ça fait venir les dames. C'est ce qui est marqué dans les sources. Et on va offrir plein de rafraîchissements, parce que souvent, ces jeux-là, c'est durant l'été. Je ne l'ai pas dit, donc premier tir, c'est le tir du Papegey. Ensuite, la saison de tir est ouverte et chaque dimanche et chaque grande fête, on va tirer au niveau de la compagnie. Et durant l'été, on fait justement les grands concours, enfin le grand concours de tir. Là, ce qui est assez intéressant aussi, si vous regardez les drapeaux, ce sont des drapeaux dits à la turque. Donc on est vraiment sur la mode de l'époque où on va chercher tout ce qui est orientalisme et le mettre en avant. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc les rafraîchissements. Et on voit les compagnies. Certains, on voit qu'il y a même des porteurs. Donc j'imagine que les chevaliers n'étaient pas forcément physiquement très aptes. Enfin voilà. Ou ils étaient quelqu'un d'un haut rang social. Et on tire dans des petites cabanes en bois. On tire environ 200 mètres sur la cible. Et il y a toujours ce qu'on appelle
des gens, des marqueurs qui vont regarder le coup des tirs. Et si le tir est vraiment très proche de la cible, on va relever, je ne rentre pas dans les détails, mais on va relever la distance entre l'impact de la balle et le centre de la cible. Voilà. Donc voilà comment se passaient les tirs lors des grands concours. Et c'est celui qui avait fait la plus courte distance qui gagnait le Grand Prix. Et pour qu'il n'y ait pas de tricherie, il y avait même un système où on gardait un petit échantillon de la distance avec un bout de bois coupé qui était conservé par les organisateurs et un autre qui était conservé par le tireur. Et s'il y avait confrontation, on comparait les petits bouts d'échantillons. Et c'est là souvent, on va comparer les petits bouts d'échantillons à la cour de marbre à Paris quand on n'est pas content des résultats. Voilà comment ça se passait. Le reste de la saison de tir, donc là c'est pour montrer un peu d'iconographie, toujours les jetons, des tableaux qui pouvaient être offerts, les grandes cérémonies qu'il pouvait y avoir dans les villes et des épées d'honneur qui étaient quand même de bonne manufacture qui pouvaient être offertes. Pour montrer la gloire de la ville quand elle recevait, comme aujourd'hui, cherche à montrer la meilleure image d'elle-même. On va demander à des écrivains de rendre trace, donc tout est toujours beau, merveilleux, etc. Dans ces sources-là, mais ça reste intéressant parce que ça permet de voir comment se sont passés les tirs et qui a gagné. Alors rapidement, voilà les différents tirs que j'ai pu recenser. Sur le cas lyonnais, vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout au niveau du Concordat, donc Île-de-France, Champagne-Picardie qui s'est organisé, et la Bourgogne qui essaye de jouer à qui en fera le plus entre le Concordat et la Bourgogne. Et on voit encore assez naturellement que ces concours-là ont plutôt tendance à être organisés en dehors des temps de guerre assez naturellement. Voilà, c'était l'objet de ce graphique-là. Alors, ici, une petite carte qui montre l'apparition des nobles, des prix provinciaux et généraux. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Je m'attarde davantage sur, grâce aux convertisseurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, ce sont les prix. Donc, par exemple, là, vers les années 1700, il y a plus de 16 000 livres qui étaient offerts sur l'ensemble du... Enfin, il y avait plusieurs prix, mais ça représentait quand même 16 000 livres, ce qui est énorme quand même à cette époque-là. Et donc, je le convertis, ça fait environ 350 000 euros, environ, qui étaient distribués entre environ 200, 400 tireurs. Donc, quand on divise, on voit bien que ça faisait quand même une grosse somme, parce qu'il y avait souvent que 20 à 40 gagnants qui se répartissaient cette somme-là. Donc, c'est quand même très intéressant pour les bourgeois à cette époque. Alors, dans le cas lyonnais, j'ai recensé 1670, j'ai oublié de mettre 1701, et puis alors, je l'ai noté 1808, à la réapparition des nobles jeux après la Révolution. Alors, en guise de conclusion, comment ça se passe justement avec la Révolution, ces compagnies-là ? Il y a clairement un transfert de sociabilité. On va quitter ces compagnies pour rentrer dans de nouvelles sociabilités plus dans l'ère du temps, liées souvent à la Révolution. Alors par contre, il y a des membres clairement qui changent et d'autres qui ne veulent absolument pas changer. Donc des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires, clairement on en voit. Et au bout d'un certain temps, plus la Révolution avance, plus on voit des membres qui vont faire la chasse aux autres membres qui ne veulent pas rentrer dans le nouveau moule du temps. Donc ça se voit. Donc on demande aux membres de quitter la compagnie quand on ne rentre pas dans le moule révolutionnaire. C'est ce qu'on voit dans pas mal de compagnies. Les privilèges, alors il y a une forme de sobriété aussi qui s'installe. Il y a des compagnies intelligentes qui disent bon, ok, on va arrêter d'utiliser les droits d'octroi de la ville, on ne veut plus de privilèges liés à l'exemption des impôts, donc pour essayer de durer un peu plus longtemps. Il y a des compagnies, par contre, elles veulent absolument maintenir la chose. Il y a des compagnies aussi qui se rendent compte que d'avoir un uniforme et de s'afficher dans la ville de façon distinguée et de s'apparenter à tout sauf autre chose que le reste de la ville, c'est pas forcément bien. Donc on va abandonner l'uniforme dans certaines compagnies, mais on va continuer à essayer de tirer toujours. Et de plus en plus, on arrête de faire des grandes fêtes luxueuses, parce que dans les jardins d'Arc, par exemple, lors des lancers des montgolfières, des nouveaux ballons, etc., c'était les jardins des nobles jeux qui étaient utilisés. Il y avait des grandes libations qui étaient offertes à la population, etc. Donc on arrête ces fêtes-là et on fait plutôt des actions de charité. Donc comme ça se faisait beaucoup sur Lyon, il y a plein de traces, la franc-maçonnerie a beaucoup fait aussi là-dessus, sur la charité à la place des fêtes. Et est-ce que les chevaliers ont pris les armes dans le cas révolutionnaire ? J'évoque un cas à Paris. La Bastille, donc au moment de la Bastille, les chevaliers de l'arquebuse de Paris, enfin les chevaliers de l'arc de Paris que j'évoquais tout à l'heure, qui en fait tiraient l'arquebuse, se sont rendus à la Bastille, et ce sont eux, une fois que la Bastille a été ouverte, qui ont fait en sorte que tout ne soit pas vandalisé sur place. Donc ça s'est attesté dans le journal justement de bord, entre guillemets, de ces chevaliers-là. Donc ils ont fait en sorte que
tout le monde ne soit pas décapité dans la Bastille, et de conserver l'ensemble des objets qu'il y avait, et ceux qui ont tout répertorié, qui ont tout ramené à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et durant, pareil, sur le cas parisien, ils ont toujours fait en sorte d'assurer un peu vraiment un rôle de milice pour le coup, alors qu'ils ne l'assuraient jamais auparavant. Et ils ont véritablement, dans un mouvement quand même révolutionnaire, mais ils étaient toujours compliqués, ils étaient vraiment... ils avaient, si vous me permettez l'expression, le cul entre deux chaises, vraiment, enfin voilà, ils voulaient être à la fois pour la royauté, pour le peuple, etc. C'est toujours très compliqué par rapport aux sources qu'on a pu voir. Bien sûr, on tend vers, je l'ai évoqué tout à l'heure, une dissolution générale. C'est un corps qui devient traqué, qui essaye de se défendre, mais ça ne marche pas beaucoup. Il y a des chevaliers qui essayent de trouver des nouveaux modèles, qui proposent des nouveaux modèles. J'ai trouvé ça au service historique de la défense, mais ça ne marche pas. Donc les corps sont dissous. Les compagnies sont invitées à rendre leurs drapeaux, à les déposer dans les églises des villes, des villages, etc., pour se fondre dans la nouvelle garde nationale. Donc pas mal de gens souvent démissionnent avant pour éviter de rentrer dans la garde nationale. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi. On repense, enfin oui, je l'ai dit, on essaie de repenser les compagnies, mais ça ne marche pas. Et les coups de grâce, c'est différent. Pendant un moment, l'Assemblée nationale laissait entendre dire qu'elle pourrait continuer, mais en fait, voilà, elles ont été laminées dans le sens où tous les, comme pour la noblesse, hein, les hôtels ont été récupérés par les municipalités. Les maires étant très intelligents, souvent ce sont eux qui rachetaient les hôtels, qui encore une fois étaient souvent la place la plus belle dans une ville. Donc ils récupéraient et ils achetaient ces hôtels-là. D'autres fois, c'était la garde nationale qui récupérait les lieux pour les utiliser comme caserne, par exemple. Voilà. Mais souvent, les biens sont confisqués. Même les armes qui appartenaient aux chevaliers sont confisquées pour armer suite aux différents conflits guerriers qu'ils pouvaient avoir à cette époque-là. On essaie de récupérer les armes des chevaliers. Il y a pas mal de sources qui l'évoquent. Alors, je l'évoque rapidement, même si moi je me suis plutôt intéressé sous l'Ancien Régime. J'évoque rapidement le fait que sous le Premier Empire, vers 1804, le modèle réapparaît véritablement. Mais uniquement, quasiment que avec l'arc. L'arbalète était déjà morte depuis longtemps. L'arquebuse, ça devient plutôt une forme de société vraiment de tir sportif. Il y a très peu de sociétés d'arquebuse avec un côté traditionnel. Par contre, côté de l'arc, toujours avec, surtout en Picardie, au côté comment ça s'appelle le musée de l'archerie est à Crépy-en-Valois. Voilà. Donc il y a un très beau musée que je vous invite si vous allez sur Crépy-en-Valois, sur justement l'histoire de l'archerie. Et dans toute cette zone-là, clairement, le modèle se rediffuse, et avec toutes les traditions toujours initiatiques que j'ai évoquées avec vous, qui se stabilisent et qui même se transforment et deviennent clairement un copier-coller modifié des traditions de la franc-maçonnerie. À ce moment-là, clairement, les archers ne sont absolument plus des acteurs de la sécurité des villes. Enfin, c'est complètement exclu, même si les archers peuvent être mobilisés pour la guerre, mais ça n'a rien à voir, c'est comme tout citoyen. Voilà. Et puis, bien sûr, il n'y a plus aucun privilège. Mais aujourd'hui, je l'évoque, parce que on a essayé de participer. Donc, toute la tradition des prix généraux et des prix provinciaux que j'ai évoqués avec vous existe toujours. On appelle ça aujourd'hui les bouquets provinciaux. Donc là, ce sont ça a toujours des lieux, ça donne lieu toujours à cette forme de Jeux olympiques locaux. Alors, c'est surtout sur l'Île-de-France, Picardie, Champagne que ça perdure. Mais voilà, c'est toujours l'objet de grands rassemblements. Et pour faire simple, aujourd'hui, dans la Fédération française de tir à l'arc, vous avez, alors je ne connais pas les chiffres exacts, mais vous avez une grosse proportion de clubs de tir à l'arc. Et à côté de tout ça, vous avez des compagnies, ce qu'on appelle des compagnies d'arc, qui sont en fait les héritières des compagnies dont je vous ai parlé et qui continuent toujours en France à avoir des traditions particulières, notamment ésotériques, que j'ai confiées, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et puis quelques petites traces intéressantes. À Fontainebleau, l'empereur Napoléon III avait fait installer un jeu d'arc en berceau dans Fontainebleau. Donc voilà, on voit que les empereurs, les rois cherchent toujours à tirer, comme Louis XIV avait fait des grands prix de tir à l'époque. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci infiniment pour cet exposé qui était très riche, très documenté. Vous avez fait mouche.
Et je pense que si ça ne porte pas ombrage à la publication de votre thèse, qui est une thèse générale, ce serait sans doute très bien que vous condensiez la masse de documents que vous avez accumulés sur Lyon, dont j'ai découvert un certain nombre d'aspects, pour un article que la revue de la Société d'Histoire de Lyon pourrait accueillir, ma foi, si vous en avez l'opportunité. Alors, je pourrais vous poser une quinzaine de questions. Je me borne à une seule. Au XVIIIe siècle, a-t-on une idée de la balistique utilisée, c'est-à-dire utilise-t-on toujours des armes du type du fusil de munitions à gros calibre et à rame lisse, ou au contraire, se sert-on de petites carabines à balles forcées et dont l'âme est rayée? Alors, je ne suis pas un spécialiste d'armement, mais je m'y suis forcément quand même intéressé un minimum. Les armes rayées, dès qu'elles apparaissent, sont souvent adoptées par les chevaliers de l'arquebuse parce qu'ils veulent toujours faire le copier-coller du meilleur du meilleur. Donc la plupart du temps, ils l'adoptent. Ceci étant, ce n'est pas toujours le cas. Et je vois des compagnies qui se tirent la bourre entre elles, très clairement, notamment lors des grands prix de tir. Il y a des morceaux de poésie où on se moque du confrère de l'autre compagnie parce que justement l'arme n'est pas rayée. Donc on voit qu'il y a un jeu là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, alors je ne l'ai pas trop étudié, mais je l'ai vu un petit peu malgré les sources. À l'époque, on ne savait pas trop si l'arme rayée permettait vraiment de meilleures performances au tir ou pas, parce que la question s'est posée. Et au regard alors j'ai pas pu faire une grosse analyse là-dessus parce qu'il y a peu de sources qui montrent les résultats de performance au tir. Et pour moi, les armes rayées n'ont pas forcément apporté une grande efficacité au tir. Voilà. Par contre, les canons sont toujours très longs. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les descriptions des armes. Les canons sont souvent très longs. Et oui, on force la balle comme chez les militaires là-dessus. La parole circule. Pas de questions? Une question oui, sur les hôtels. Ont-ils des particularités, des spécificités? Est-ce que vous avez été amené à en étudier plusieurs? Et est-ce qu'ils ont des spécificités avec des salles? Y a-t-il des salles de tir intérieures? Alors oui, ça peut arriver. Alors c'est pas toujours le cas. Il y a des modèles très très variés. Ce qu'on retrouve souvent, c'est effectivement quand il y en a, c'est des salles de tir au rez-de-chaussée qui sont un peu mises sur les côtés. Donc ça, c'est des choses qu'on voit. Très souvent, la grande salle en fait est souvent au premier étage. On retrouve en fait un peu le modèle versaillais où les grands salons vont être au premier étage et en bas ça va être tout ce qui peut être cuisine, etc. Parce qu'on a, je ne l'ai pas dit, mais on a bien sûr des domestiques. On engage un à plusieurs domestiques en fonction de la richesse. Tout à l'heure j'ai revu un post Twitter des archives de Lyon ou de votre société, je ne sais plus, qui disait qu'en 1786, la cotisation annuelle était de 81 livres, ce qui est une somme quand même considérable à l'époque, juste pour une année. Voilà, et parce qu'il fallait entretenir justement le jardin, il fallait entretenir l'hôtel, il fallait le domestique, ça représentait un coût important, il fallait entretenir l'aumônier. Souvent, il y avait un membre qui était aussi chirurgien. On cherchait un médecin qui jouait le rôle de chirurgien, qui n'avait aucun. Enfin, comme il n'y avait pas de boucherie, entre guillemets, voilà, ça restait un rôle fictif. Voilà. Mais oui, c'est souvent la grande salle qu'on retrouve au premier étage et parfois, effectivement, des buts pour tirer en bas, effectivement. Et une deuxième question. Donc, vous nous avez montré la belle estampe des Jeux de 1670 à Lyon. C'est à Neuville, dans la résidence, la maison des chants de Camille de Neuville, qui lui était un chasseur qui appartenait au clergé et qui avait une passion pour la chasse. Et je voulais revenir sur ce rapport chasse et tir dans les jeux. Est-ce que les cibles qui étaient le papegay, et la cible n'était jamais vivante, est-ce que c'était uniquement pour bien marquer la différence entre les privilèges des nobles qui étaient liés à la chasse et les jeux de tir qui étaient purement pour la bourgeoisie non militaire?
Alors, très, très clairement, au regard des sources et des règlements des compagnies, il était strictement interdit de tirer sur des animaux vivants parce que c'était un droit particulier réservé à la noblesse et parce que c'était, alors je ne sais pas si on peut dire ça, jugé un peu comme inhumain. Enfin, c'est plus ou moins ce qui, c'est pas dit comme ça, mais c'est plus ou moins ce qui est ressorti comme ça. Alors, pourquoi j'évoque ça aussi, c'est que dans la diffusion du modèle au faubourg puis dans les villages, il est arrivé malgré les préconisations des règles, enfin les préconisations, les ordres donnés dans les règlements, il y a des villages voilà, où il y a des gens parfois, enfin des archers, qui tirent sur des oies vivantes. Donc ça, c'est des choses qui remontent, et alors que c'est interdit. Voilà. Mais ce sont souvent des compagnies qui ne sont pas forcément des compagnies. Voilà. Je ne l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais par rapport aux compagnies des faubourgs à Lyon en particulier, des fois, il faut attendre des décennies avant qu'elles soient reconnues officiellement comme compagnies, parce que en fait, les compagnies les plus anciennes ne voulaient pas reconnaître d'autres compagnies. Donc il fallait gagner une sorte de légitimité au fil du temps, et souvent ça s'acquérait grâce au rang social des membres qui y avaient. Mais pour revenir, oui, pour moi, le tir des animaux interdit, et le symbolisme, je ne l'avais pas évoqué, du papegaie. Que veut dire papegaie? Ça renvoie à un perroquet. Donc, pardon? Papagallo. Papagallo, oui. Et ça renvoie en fait à un animal exotique. Donc on est encore sur la recherche un peu de l'orientalisme, etc. Et puis vous avez tout ce qui est le symbolisme qui va avec le papegaie, donc qui est un oiseau de cour, un oiseau intelligent. Voilà, quand on tire sur un oiseau intelligent, pas n'importe lequel, etc., etc. Et on n'a pas le droit de tirer sur d'autres symboles, par exemple une colombe. C'est toujours un papegaie qui est censé être représenté. Mais à Lyon, à un moment donné, on abandonne le tir au papegaie et on le remplace par ce qu'on appelle le tir au poteau, c'est-à-dire une véritable cible. Oui. Et est-ce que vous trouvez cette évolution au cours du XVIIIe dans d'autres sociétés? Alors oui, en fait, le tir au papegaie évolue souvent. Au début, c'était à la perche, souvent. Alors la perche pouvait être un truc une grande perche en bois. Des fois, après, on trouve des perches mécanisées pour mettre plus facilement l'oiseau en haut. Des fois, ça peut être une perche qui est en haut d'une muraille, ça peut être en haut d'un arbre, en haut d'un rocher, etc., etc. Et au fil du temps, en fait, on se rend compte, les compagnies sont souvent au centre de la ville, mais avec les extensions des villes, elles se retrouvent en plein milieu des villes. Et l'arquebuse en particulier, ça fait du bruit, de la poudre, ça gêne les habitants. Donc on va les exclure, ou en tout cas ça devient trop dangereux parce que quand on tire en l'air avec les balles, elles retombent dans les voisins des jardins, et souvent on a les habitants qui se plaignent. Il y a pas mal de sources qui l'évoquent, donc ça ne se fait plus. Donc on préfère tirer à l'horizontale, ça fait moins de dégâts et en termes de sécurité, etc., etc. Donc effectivement le tir à l'origine vertical vers toujours la symbolique vers le haut, en fait va devenir vertical, et on va mettre plutôt l'oiseau au milieu d'une cible classique, en fait, parce que c'est plus facile à organiser. Je ne sais pas si vous avez vu le document pour Lyon, mais j'ai trouvé un texte dans lequel une plainte est déposée pour tricherie, parce que lorsque des adversaires extérieurs se sont présentés, on les a fait tirer sur un papegaie qui était cloué sur le mât. Oui, alors ça arrive effectivement. C'est les plaisanteries qui peuvent arriver entre confrères, effectivement, tout à fait. Ça arrive pas qu'à Lyon. D'autres questions? Concernant le tir à l'arc et les distances de tir, oui. Est-ce qu'on a conservé actuellement les mêmes distances? Oui, alors j'évoquais tout à l'heure les clubs classiques. Je n'en parle pas. Dans les compagnies d'arc traditionnelles, ils tirent toujours en beurceau, comme j'ai évoqué avec vous tout à l'heure, alors que normalement, comme vous voyez aux Jeux Olympiques, le tir à l'arc, c'est juste, on tire 3 flèches, voilà. Là, c'est vraiment en beurceau, en 40 tirs, donc 20 allers-retours. Enfin, 40 flèches et donc 20 allers-retours d'une butte à l'autre. Et la distance aujourd'hui, c'est la même qu'avant, c'est-à-dire 50 mètres. Et c'était la distance opérationnelle guerrière, quelque part, 50 mètres qu'on donnait. Et la hauteur de la cible est fixée, enfin en tout cas de la zone centrale, est fixée à hauteur d'abdomen. Parce que quand vous percutez l'abdomen, généralement, il y a plus de risque de mort de votre ennemi que quand c'est en haut, etc. Parce qu'il y a... Et puis, c'est souvent ce que... Alors moi, je ne l'ai jamais vérifié, bien sûr, mais c'est ce que évoque souvent la source, les sources, c'est qu'on vise l'abdomen. Il y a un système de points comme... Alors, c'est souvent la distance qui est... C'est souvent la distance vraiment au centre de la cible qui est utilisée. Après, il peut y avoir aussi des systèmes de points, mais ça dépend des villes. Bien sûr, il y a eu des variantes qui ont existé. Mais vraiment, le premier prix était toujours, normalement, était toujours donné à celui qui était le plus proche de
du centre. Du 10, on dirait aujourd'hui. Et aujourd'hui, les systèmes, enfin, dans les compagnies d'arc, c'est il y a 4 zones. Et voilà, ça peut aller jusqu'à 4 points par cible. Plus de questions? Eh bien, il ne nous reste qu'à vous remercier une nouvelle fois. Merci à vous.